Un soir d'hiver, je sortis de ma chambre sur la pointe des pieds et descendis l'escalier en catimini. Je m'arrêtai quelques instants dans l'entrée pour m'assurer que papa et maman ne m'avaient pas entendu. Ils regardaient la météo à la télévision. On prévoyait un vent glacial sur notre région. J'enfilai mon blouson bleu et sortis à pas feutrés au moment où l'horloge sonnait 8 heures. La tête rentrée dans les épaules, je pris en courant le chemin de l'école, évitant les halos blafards des réverbères pour rester dans l'obscurité. Ne croyez pas que ce soit dans mes habitudes de me balader dehors la nuit. Au contraire, je ne sors jamais sans en demander l'autorisation à mes parents. Eux, ils préféreraient que je sois plus courageux, que j'aille à l'aventure plus souvent. Ce soir-là, en tout cas, j'avais décidé de partir pour une mission spéciale dont le nom de code était « Vengeance ». Au coin de la rue, je glissais sur du verglas et me rattrapais de justesse à une boîte aux lettres. La neige tombée pendant le week-end avait presque totalement fondu, mais il restait encore quelques plaques de glace brillantes sur le trottoir. Un vent froid et humide piquait mes joues et mes oreilles. Il allait sûrement reneiger. Qu'importe le temps. Moi, David Beamer, j'avais des préoccupations autrement plus importantes. Je comptais d'abord faire un peu d'espionnage, puis jouer un méchant tour à ma façon. Je pénétrai bientôt dans la cour de récréation de mon collège. Il n'y avait pas un chat. L'école Harding est la fierté de la ville. Elle est toute neuve, et tout y est propre et moderne. D'ailleurs, la majorité des élèves l'adorent. C'est dire. Moi aussi, je pourrais apprécier cet établissement, si seulement les autres enfants pouvaient me laisser tranquille et arrêter de m'appeler David le rat ou David le nain. Je serais même vraiment très heureux. Vous me trouvez amer? Sans doute le suis-je un peu, mais je ne sais pas pourquoi les élèves m'en veulent à ce point. Ils ne ratent jamais une occasion de se moquer de moi. Je m'arrêtai devant l'école. C'est une construction basse avec un toit plat arrondi de chaque côté comme un serpent. Les cours de primaire occupent tout le côté droit et le collège se situe à l'autre extrémité. Comme je suis en 6e, ma classe se trouve juste au milieu. Une lampe éclairait le porche. Le reste du bâtiment était plongé dans le noir, mis à part une classe de 4e vers laquelle je me dirigeais aussitôt. Une voiture passa lentement sur la route boueuse, balayant la façade de ses phares. Je me jetai dans un buisson et reçus un gros paquet de neige glacée sur mes cheveux bruns. Pris de frissons, je me secouai. Une fois la voiture disparue, je me faufilai jusqu'à la fenêtre éclairée. Je pris appui sur le rebord et collai mon front contre la vitre. Je voulais savoir si c'était le gardien de nuit qui s'y trouvait, ou bien Sandra McLean, en train de travailler. Sandra McLean. Rien que de penser à elle, j'ai envie de mordre. Malgré la buée, je pouvais distinguer sa silhouette de dos. Assise à un bureau, elle tapait un texte avec 2 doigts, penchée sur un ordinateur. Ses longs cheveux roux et bouclés cachaient le clavier. Mademoiselle Richards, la responsable du journal de l'école, se tenait derrière elle, une main posée sur le dossier de la chaise. C'est une très jolie jeune femme. Ce soir-là, ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval. Dans son ample sweatshirt gris et son jean délavé, elle ressemblait plus à une élève qu'à un professeur. Mademoiselle Richards avait été gentille avec moi en septembre, quand je m'étais inscrit dans l'équipe du journal. Mais dernièrement, elle s'était montrée plutôt désagréable. Je crois que Sandra l'avait montée contre moi. Sandra est en 4e et elle ne se prend pas pour n'importe qui. Il faut dire que les 6e comptent pour moins que rien à Harding. Je savais que Sandra et mademoiselle Richards resteraient travailler tard à la mise en page du journal du Harding, parce que le lendemain, mardi, était le jour de sa parution. Mademoiselle Richards se pencha par-dessus l'épaule de Sandra pour lui montrer quelque chose. Je distinguais sur l'écran un gros titre placé au-dessus d'une photo. Sandra était chargée de rédiger la première page du journal. Une fois au point, elle l'enregistrerait sur une disquette. Mademoiselle Richards irait ensuite dans le bureau de la principale en tirer 200 exemplaires, autant que de lecteurs, sous l'imprimante laser. Soudain, le professeur se tourna vers la fenêtre. Je me baissai précipitamment. M'avait-elle vu? Apparemment non. J'attendis quelques secondes avant de me redresser.
Mademoiselle Richards sortit de la pièce pendant que Sandra continuait à taper. Elle s'interrompait sans arrêt pour cliquer sur la souris et déplacer des blocs de texte sur l'écran. Un frisson me parcourut. En tournoyant, le vent avait rabattu ma capuche. Comme je n'avais pas enlevé toute la neige de mes cheveux, de l'eau glacée dégoulina dans mon cou. J'entendis un chien hurler tristement au loin. « Allez, lève-toi » ordonnai-je par télépathie à Sandra. « Sors toi aussi, que je puisse faire ma méchante farce. » Dans la rue, une autre voiture passa en faisant un bruit épouvantable. Je me collai contre le mur, plongé dans l'obscurité, essayant de me rendre invisible. Lorsque je revins à la fenêtre, la salle était vide. Sandra l'avait quittée à son tour. « Génial !» murmurai-je entre mes dents. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Des deux mains, je poussai la fenêtre. Il fallait faire vite. Sandra avait dû aller dans le hall jusqu'au distributeur de boissons. Je n'avais pas beaucoup de temps pour agir. Au bout du 3e essai, je parvins enfin à faire coulisser le bâton vers le haut et me glissai à l'intérieur de la pièce. Je me dépêchai d'atteindre l'ordinateur, saisis la souris et fis défiler le texte. J'entendais Sandra discuter dans le hall avec mademoiselle Richards. Retenant mon souffle, je parcourus rapidement la page. Puis je tapai quelques mots en caractères minuscules, tout en bas. Ricanant intérieusement, j'écrivis « Appel à tous les monstres. Appel à tous les monstres. Si vous êtes vraiment un horrible monstre, contactez Sandra au 00 55 56 70 après minuit. » Vous vous demandez certainement pourquoi j'ajoutais cette annonce sur la première page du journal de mon école? Et pourquoi je le fis furtivement, de nuit, au risque de me faire prendre? D'où venait ce besoin de me venger de Sandra? Eh bien, c'est une longue histoire qui remonte à l'arrivée d'Iris Candler dans ma classe, quelques jours plus tôt. Elle entra dans la salle et, mal à l'aise, attendit que mademoiselle Williamson lui désigne une place. Le cours n'avait pas encore commencé. J'étais occupé à terminer les exercices de maths que j'avais oublié de faire la veille. Je levai les yeux de ma feuille pour jeter un coup d'œil à la nouvelle. Elle avait un visage rond, de grands yeux bleus, et ses cheveux blonds étaient coupés courts, séparés par une raie au milieu. Elle portait de drôles de boucles d'oreilles en plastique rouge qui s'entrechoquaient quand elle bougeait la tête. Mademoiselle Williamson indiqua à Iris une place dans le fond, puis elle me demanda de lui faire visiter l'école pendant la journée, lui montrer la cantine, la bibliothèque, les toilettes. Je faillis protester. Pourquoi mademoiselle Williamson m'avait-elle choisi, moi? Je réalisais que c'était parce qu'Iris allait devenir ma voisine de table. J'entendis quelques garçons ricaner et même quelqu'un murmurer « David le nain ». Pourvu qu'Iris ne les entende pas, espérai-je. Pour une fois que je pouvais parler à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne savait pas que tout le monde me considère ici comme un minable. À l'heure du déjeuner, j'accompagnai Iris à la cantine. Je lui dis que l'école était neuve et lui racontai que, au début de l'année, de l'eau froide coulait des robinets d'eau chaude et inversement. Elle trouva ça plutôt rigolo. Puis, elle me demanda si je jouais dans une équipe de sport. « Pas encore, » répondis-je, tout en pensant que je n'en ferais partie à aucun prix. On ne peut pas dire que je sois très sportif. « Et voilà la cantine, » annonçai-je à Iris en lui ouvrant la porte. Je me sentis un peu bête. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? La salle de musique? À peine entré, j'aperçus mes 4 ennemis assis à leur place habituelle en plein milieu du réfectoire. Jeffrey, Danny, Brenda et Wart. Le vrai nom de Wart est Richard Wartman, mais au collège, on l'appelle Wart. Ces élèves sont en 5e et ils cherchent toujours à me ridiculiser. Je suis leur souffre-douleur. Je ne leur ai rien fait pourtant, mais c'est sans doute plus facile de s'en prendre à un petit 6e comme moi qu'à d'autres élèves plus forts. Je pris 2 plateaux et entraînai Iris vers le self. Ici tu as les plats chauds, personne n'en prend jamais, sauf quand il y a des pizzas ou des hamburgers, expliquai-je. C'était pareil dans mon ancienne école, déclara Iris en me décochant un sourire. Surtout ne prends jamais de macaroni, ils resservent les mêmes toute l'année. Tu vois la croûte dessus? Tu as déjà vu des macaronis avec de la croûte? Iris se mit à rire. Je passai la main dans mes cheveux, me demandant si nous pourrions devenir amis.
Nous prîmes des sandwichs et des sachets de chips. Je posai un bol de gelée rouge et vert et une boisson à la fraise sur mon plateau. « La caisse est là-bas » indiquai-je à Iris, heureux de faire le guide. Je repérai 2 places libres près d'une fenêtre et les lui désignai du menton. Évidemment, je ne vis pas Ward tendre sa jambe. Je trébuchai sur son pied et m'étalai de tout mon long. Mon plateau vola dans les airs. Dans ma chute, j'eus le temps de voir la gelée passer au-dessus d'une table et atterrir sur les genoux d'une fille. Le reste se répandit sur le sol. Il y eut un tonnerre de rires et d'applaudissements. « Bravo, David !» s'écria un gamin. « David l'aura ! David l'aura !» Ward et ses copains se mirent à chanter. « David le nain, David le nain !» En levant les yeux, je vis qu'Iris riait elle aussi, et j'eus envie de disparaître. « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» me demandai-je, rouge de honte. « Je ne peux pas supporter ça plus longtemps, il faut que je trouve une solution, et vite. » Le même jour, après les cours, je me dirigeai vers les classes de 4e, à l'autre bout du bâtiment. C'est là que se trouve le local du journal de l'école, dans le bureau de mademoiselle Richards. Cette dernière était occupée à classer des documents. Lorsque je franchis le seuil de la pièce, elle leva les yeux, fronça les sourcils avant de se replonger dans son travail. Dans un coin, Sandra travaillait sur l'ordinateur. Elle remuait les lèvres tout en tapant, d'un air très concentré. J'allai voir la rédactrice adjointe, une 4e nommée Mélie. Elle a des cheveux bruns, courts et raides, et porte des lunettes dont les montures sont assorties à ses cheveux. Elle lisait un texte apparemment très long, en suivant les lignes avec son doigt. « Salut Mélie » lançai-je. Elle leva les yeux et fronça également les sourcils. « David, tu m'as fait perdre le fil de ma lecture. Excuse-moi, tu as quelque chose à me faire faire aujourd'hui ? Eh oui, je suis journaliste au journal de Harding. Non pas que je sois particulièrement doué en rédaction, mais chaque élève à Harding doit exercer une activité extrascolaire notée dont le résultat compte pour le passage dans la classe supérieure. Il y a plusieurs choix possibles. Par exemple faire du sport, appartenir à un club de théâtre, ou d'échecs. Comme je déteste le sport, j'avais choisi le journal, pensant que c'était ce qu'il y avait de plus facile. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je rencontrerais Sandra. Pour elle, les 6e sont comme des cafards. Elle prend un air dégoûté chaque fois qu'elle en voit un. Puis, elle essaie de l'écraser. Résultat, elle réserve tous les articles intéressants au 4e. Le premier travail qu'elle m'avait confié consistait à compter le nombre de zones pelées dans le parc de l'école. Ensuite, je devais faire une enquête et expliquer pourquoi l'herbe ne poussait pas à ces endroits. Je savais que c'était un prétexte pour m'éloigner du bureau, mais j'avais tout de même écrit l'article. Pas facile comme sujet. Pourtant, j'avais réussi à remplir 5 pages qui n'ont jamais été publiées. Quand je lui en avais demandé la raison, elle m'avait répondu « Qui s'intéresse aux zones pelées ?» Dans l'article suivant, je devais interviewer le gardien de nuit. Il fallait que j'insiste sur les différences entre le travail de jour et celui de nuit. Sandra ne l'a jamais publié non plus. J'aurais préféré abandonner, mais j'avais vraiment besoin de bonnes notes. Si je ne les obtenais pas, je ne serais pas admis en 5e et serais obligé de suivre des cours de rattrapage pendant l'été. Et ça, il n'en était pas question. Je continuais donc à passer 2 ou 3 fois par semaine au bureau du journal. « Alors, il y a quelque chose pour moi, Mélie ?» insistai-je. « Je ne sais pas, » dit-elle en haussant les épaules. « Demande à Sandra. » Je l'interrogeai donc, mais celle-ci continua à taper sur son clavier sans daigner lever la tête. « Attends que j'ai fini, » grogna-t-elle. Mademoiselle Richard sortit de la salle. Quelques élèves étaient assis à une table près de la fenêtre. Je m'approchai d'eux pour essayer de m'occuper, espérant que quelqu'un m'adresserait la parole. Danny et Ward étaient en pleine discussion. Ils sont journalistes sportifs pour le journal. Quand ils n'écrivent pas d'articles sur les matchs, ils traînent dans le bureau et sèment la pagaille. Alors que je m'approchais des gâteaux et des boissons mis à la disposition des élèves, je remarquai que Danny et Ward souriaient en me dévisageant. « Tu as bien mangé à midi, David ?» Ils partirent d'un grand rire et se tapèrent dans la main. Je fixai Ward. Ah, ce que j'aurais aimé lui faire avaler son sourire. « Pourquoi m'as-tu fait un croche-pied » lançai-je en me sentant rougir de nouveau. « Je n'ai jamais fait ça. »« Si, tu as tendu ton pied et... » »« Mais pas du tout, rétorqua-t-il. Tu rêves, je ne t'ai même pas touché. »
Tu as dû trébucher dans une fissure du plancher, intervint Danny. Ou bien tu as rencontré un trou d'air. Il s'esclaffait. Quel crétin. J'attrapai une canette de soda, l'ouvris et m'en allai. Et attends, dit Ward en m'attrapant par le coude. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la canette que je voulais. Pas possible, ricanai-je sarcastique. Tu n'as qu'à en prendre une autre. Non, c'est celle-là que je veux. Il fit un geste vers moi. Je l'évitai en écartant brusquement ma main, mais lâchai prise, et la canette s'envola à travers la salle, éclaboussant tout ce qu'il y avait sur son passage. Elle atterrit sur le clavier de l'ordinateur. Sandra poussa un cri perçant et se releva d'un bond en repoussant sa chaise. Je m'emparai aussitôt de serviettes en papier et me précipitai vers elle. « Excuse-moi, je vais tout nettoyer, » la rassurai-je. Le clavier était inondé. Je me mis à essuyer les touches frénétiquement. « Non, David, arrête !» cria Sandra. Trop tard. Horrifié, je contemplais le résultat de mon travail. Hurla Sandra en agrippant ses cheveux. « David, regarde ce que tu as fait, crétin !» J'avais effacé tout ce qu'elle avait tapé. L'écran bleu était désespérément vide. Je me sentais gêné, mais elle n'aurait pas dû me traiter comme ça, même si elle avait de bonnes raisons d'être en colère contre moi. « Je suis vraiment désolé, » murmurai-je. « Il a peut-être un moyen de récupérer le texte, » dit Sandra. « Je vais essayer. » Elle me bouscula sans ménagement, remit sa chaise en place et, à peine assise, poussa un nouveau cri. Elle venait de s'asseoir dans une mare de soda. Les yeux fixés sur l'écran, elle tapait furieusement sur le clavier et marmonnait entre ses dents. Les touches étaient humides et collantes. Mais il semblait qu'il n'y eût rien à faire. La première page du journal refusait de réapparaître. Sandra finit par abandonner. Elle se tourna vers moi. Elle était réellement furieuse. « Tu n'es qu'un imbécile. Tout ce travail perdu. »« Sandra, c'est un accident, » bafouillai-je. « Rien qu'un accident. »« Pauvre idiot !» À son côté, Mona approuvait de la tête, en colère, elle aussi. « C'est Ward qui m'a poussé, » me défendis-je en désignant la table. Mais Ward et Danny avaient quitté la pièce. « Tu es viré du journal, David !» hurla-t-elle. « Sors d'ici immédiatement !»« Hein ?» Mon cœur s'arrêta. « Non, pas ça. Sandra attend, » suppliai-je. « Dehors, allez !» fit-elle en désignant la porte, comme si elle chassait un chien. « Tu es viré, c'est compris ?»« Mais, bégayai-je, j'ai besoin de notes. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance, je t'en supplie. »« Dehors !» répéta-t-elle. « Tu ne peux pas me faire ça, » pleurnichai-je. « Oui, je sais, je réagissais comme un bébé, mais c'était trop injuste. » Je partis en claquant la porte et me retrouvai nez à nez avec Iris. Elle avait assisté à toute la scène. Et voilà. À peine arrivée, elle savait déjà que je n'étais qu'un minable. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je d'une voix éteinte. « On m'a dit que je devais faire une activité après les cours. Alors j'ai pensé au journal, » répondit-elle. « Mais ça ne me dit plus rien. Cette fille rousse n'a vraiment pas l'air sympa. »« Tu trouves aussi ?» grommelai-je, étonné. « Elle n'aurait pas dû te traiter de crétin. Ce n'était qu'un accident, après tout. »« Oui, Iris et moi deviendrons peut-être amis, » pensai-je. Je pris mon blouson dans le vestiaire et sortis du bâtiment avec elle. Le soleil descendait déjà derrière les maisons et les bouquets d'arbres. Des restes de neige luisaient tristement sur les pelouses et les allées des jardins. « Tu habites quel côté ?» demandai-je à Iris en enfilant mon sac à dos. « Par là. »« Moi aussi. » Nous partîmes ensemble. Je n'avais pas vraiment envie de parler. J'étais tellement choqué d'avoir été renvoyé du journal. Mais j'étais tout de même content qu'Iris soit de mon côté. Nous traversâmes la rue et longeâmes une rangée de maisons bordées par une haute haie qui n'était interrompue que par les portails. Des enfants avaient tracé des lignes à la craie sur la chaussée et jouaient au hockey. Penchés sur leurs cannes, ils patinaient d'un bout à l'autre du terrain en s'interpellant et s'encourageaient à grands cris. « Est-ce que tu fais du patin ?» demanda Iris. « Un peu, mais pas en ce moment. Les roulettes de mes patins sont cassées. J'ai perdu les freins et... »« Moi, j'enlève toujours les freins, dit-elle. C'est bien plus marrant, tu ne trouves pas ?» J'allais répondre quand un léger bruit provenant de derrière la haie attira mon attention. Était-ce un chuchotement? Quelqu'un avait-il ricané? Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que me racontait Iris.
J'étais sûr d'avoir entendu des bruits de pas, des murmures et des frottements furtifs à côté de nous. Chut, fis-je soudain en m'arrêtant de marcher. Qu'est-ce qui se passe demanda-t-elle, les yeux écarquillés. On nous suit. Je n'entends rien, murmura Iris. Seuls nous parvenaient maintenant les rires des joueurs de hockey en bas de la rue. Nous nous remîmes à marcher. Au bout de quelques pas, je perçus de nouveau un petit rire, puis des chuchotements. Je me précipitai derrière la haie la plus proche. « Il y a quelqu'un » appela Iris. Elle m'avait suivi et examina avec moi la petite cour qui s'étendait devant nous. « Il n'y a personne ici, » constatai-je. « David, pourquoi es-tu si inquiet » demanda-t-elle en riant. « C'était sûrement un oiseau. »« Oui, tu as raison, sûrement, » répondis-je, à moitié convaincu. Je revins sur le trottoir. Je ne voulais pas qu'Iris me prenne pour un froussard. Pourtant, j'étais sûr d'avoir entendu quelque chose d'étrange. Soudain, je tendis l'oreille. Quelqu'un chantonnait à voix basse, derrière la haie. « David le nain, David le nain. »« Tu as entendu » demandai-je, inquiet, à Iris. Elle secoua la tête. Un avion passa très haut au-dessus de nous. « Quoi ? L'avion » ? « Non, répliquai-je, une voix. » Un gloussement se fit entendre. Je me précipitai derrière les arbustes pour en avoir le cœur net, mais je ne trouvai personne. Le jardin était vide. Je réajustai mon sac à dos et rejoignis Iris en courant. « David, tu n'as pas de fièvre » dit-elle en souriant. Je voyais bien qu'elle commençait à me trouver bizarre. « Je t'assure qu'il y a quelqu'un là, derrière, » insistai-je. « Il doit se cacher dans les buissons, ou bien... » Kia ! La haie s'agita et 4 silhouettes gesticulantes et vociférantes surgirent. Mes ennemis. Wart m'empoigna par une épaule, Danny par l'autre, et, rejoints par Brenda et Jeffrey, ils me poussèrent, me bousculèrent, me firent tourner sur moi-même comme une toupie. Lorsque je fus totalement étourdi, Danny me fit tomber par terre. Mes adversaires me roulèrent alors dans la boue glacée avec leurs pieds. Pour finir, ils se jetèrent sur moi, et j'eus beau donner des coups de poing, des coups de pied dans tous les sens, et me tortiller comme un ver, je ne parvins pas à me libérer. « Arrêtez, laissez-moi tranquille » m'égosiai-je. Mais en vain, j'étais à la merci des 4 monstres. C'est grâce à Iris que je me dégageai. « Laissez-le tranquille » ordonna Iris d'une voix aiguë. À ma grande stupéfaction, Wart se releva et je pus enfin respirer. Ses copains me lâchèrent également et reculèrent d'un pas. Je m'accroupis et tentai d'enlever la boue de mes vêtements. En guise de remerciement, je jetai un coup d'œil à Iris. Debout, les poings serrés, elle trépignait de colère. Je tentai de me relever avec difficulté, mais Wart et Jeffrey me poussèrent violemment et je perdis de nouveau l'équilibre. « Pas si vite » dit Jeffrey. Petit et maigre, c'était une vraie teigne. « Qu'est-ce que vous me voulez » demandai-je. « Pourquoi as-tu dit à Sandra que c'était de ma faute pour le soda » fit Wart en se penchant vers moi. « Parce que c'était de ta faute » répondis-je en enlevant une feuille morte de mes cheveux. « Pourquoi l'as-tu dit à Sandra » reprit-il d'un air mauvais. « Parce que c'est une poule mouillée » intervint Danny. « Il avait la trouille » ajouta Brenda en haussant les épaules. « Tu n'es qu'un sale rapporteur » accusa Wart. Une nouvelle fois, ils m'empêchèrent de me relever. À bout de nerfs, Iris poussa un cri, les mains devant sa bouche. « Ne t'inquiète pas, » lui dis-je pour la rassurer. « Ils ne me feront rien. Pas vrai ?» Je me tournai vers mes agresseurs pour scruter leur visage. Ils se mirent à rire. « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à David le rat ?» demanda Brenda. « Si on lui tapait dessus, » ricana méchamment Danny. « Non, qu'il nous chante plutôt une petite chanson, » dit Wart en m'adressant un sourire cruel. « Oh non » râlai-je. « Arrêtez ! Je suis tellement ridicule quand je chante que c'est pour moi la pire des punitions. »« Oui, vas-y, rien que pour ta nouvelle amie, » dit Brenda en montrant Iris. « Il n'en est pas question, » déclarai-je. Danny et Jeffrey se penchèrent vers moi et me secouèrent sans ménagement. « Allez, chante » ordonna Jeffrey. « Chante-nous l'hymne américain » exigea Wart. « Oh oui, l'hymne américain, c'est ce que tu sais faire le mieux » crièrent les autres en applaudissant. « Non, s'il vous plaît, les gars, pas ça, je ne connais pas les paroles. » J'eus beau les supplier, et Iris aussi, ils ne voulurent rien entendre. Que pouvais-je faire d'autre que m'exécuter?
C'était le seul moyen pour qu'il me laisse partir. Assis sur le sol boueux et froid, je commençai à chanter d'une voix tremblante. Dès les premières paroles, ils éclatèrent de rire. Pliés en deux, ils se poussaient les uns les autres et se tapaient dans les mains. Je crus que je n'arriverais jamais au bout de l'hymne. Jamais je n'avais été aussi humilié de ma vie. Iris devait me prendre pour un faible et un demeuré. J'aurais voulu disparaître sous terre. Je me relevai avec peine et pris mes jambes à mon cou sans jeter un seul coup d'œil en arrière. Je n'aurais pas supporté de voir Iris se moquer de moi, ou pire encore, s'apitoyer sur mon sort. Je me précipitai chez moi, claquai la porte et montai dans ma chambre. Des larmes de rage inondaient mon visage. Tout ça, c'est la faute de Sandra, me dis-je. D'abord, elle me vire du journal à cause de cette histoire de soda. Ensuite, elle dit à Ward que je l'ai accusé. Et ce crétin et sa bande de copains me tombent dessus. C'est la faute de Sandra. C'est la faute de Sandra, répétai-je encore. La nuit ne calma pas ma colère. Je n'arrivais pas à fermer l'œil, réfléchissant à la façon dont je pourrais me venger de cette chipie. Je ne m'endormis qu'à l'aube et fus réveillé peu de temps après par le téléphone. C'était samedi matin. Encore ensommeillé, je décrochai. « Allô ? Salut, c'est Sandra. » Ça pour une surprise, c'en était une. J'ignorais alors que cet appel allait changer ma vie. « dis-je d'une voix pâteuse. « J'ai besoin de toi, dit Sandra. « Je n'arrivais pas à y croire. Sandra avait besoin de moi. Étais-je en train de rêver ? Je voudrais que tu couvres un événement pour le journal. J'ai appelé tous les gens que je connais, mais personne n'est disponible. Tu es bien le dernier à qui je voulais m'adresser, mais tu es ma seule possibilité. » marmonnai-je. « David, tu ne sais rien dire d'autre que demanda-t-elle d'un ton excédé. « Tu dormais ?»« Non, balbutiai-je en essayant d'éclaircir ma voix. Je secouai la tête pour me réveiller. « Je t'attends à l'école dans 5 minutes. Tu vas t'occuper du lavage de voiture, continua Sandra. Je veux un texte et des photos. Un lavage de voiture en plein hiver? C'est passionnant. Tu n'es pas au courant des activités organisées par le collège? Soupira-t-elle. Tu n'as pas vu les affiches? Ni lu le journal? Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre et vis que le soleil brillait de tous ses feux. Je mentis. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord, j'arrive. Merci de me donner une deuxième chance. Je ne comptais pas t'appeler, lança-t-elle froidement. Mais la plupart des journalistes sont partis en randonnée et les autres aident au lavage de voitures. Si mon chien savait faire des photos, c'est à lui que j'aurais demandé. Sympa pour moi, merci, m'exclamai-je. Oh, je sais, elle était en train de m'humilier une fois de plus, mais elle me donnait tout de même une chance de me rattraper. Peut-être éviterais-je les cours pendant l'été. Je m'habillai rapidement, avalai en vitesse mon petit déjeuner et courus jusqu'à l'école. Il faisait bon ce jour-là. Des élèves s'affairaient dans la cour. Une banderole blanche flottant dans la brise matinale indiquait « Lavage de voiture Harding, 5 $. » Des enfants tiraient de longs tuyaux branchés au robinet à l'arrière du bâtiment. Plusieurs seaux, ainsi que des éponges et des piles de chiffon blanc, étaient alignés sur une longue planche de bois posée sur des tréteaux. Une Pontiac bleue et un minibus attendaient déjà. Je gagnai rapidement le local du journal. Sandra, seule, penchée sur son ordinateur, était concentrée sur son article. « J'aurais bien écrit le texte moi-même, dit-elle, mais je dois d'abord terminer l'éditorial. C'est une catastrophe, ajouta-t-elle. Quel accueil agréable. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux, je te le promets, déclarai-je. Elle alla prendre un appareil photo dans le bureau de mademoiselle Richards. Tiens, David, surtout fais très attention, c'est le Pentax de mon père. Il vaut très cher et c'est celui qu'il préfère. Je pris l'appareil pour l'examiner. Puis je regardai dans le viseur. Dis cheese. Sandra n'avait pas du tout envie de sourire. Je te préviens, David, dit-elle d'un air sévère. Il ne doit rien arriver à cet appareil. Prends 4 ou 5 photos différentes des élèves qui travaillent et reviens directement ici. D'accord, promis-je. L'article doit faire 6 à 8 paragraphes, poursuivit-elle. Tu devras l'écrire aujourd'hui et me le rapporter demain dimanche ou plus tard. Mademoiselle Richards et moi nous finirons le montage du journal et nous l'imprimerons dans la nuit de lundi à mardi. Tu peux compter sur moi. Je te réserve une colonne en page 2, alors promets-moi de ne pas tout gâcher cette fois. Je te le promets.
Si je réussis cette mission, pensai-je en retournant dans la cour, ça me changera la vie, c'est sûr. Pour la changer, ça me l'a changée, mais pas comme je le croyais. Je traversai la cour, ébloui par le soleil. La main en visière pour me faire de l'ombre, je reconnus la Pontiac bleue des parents de Ward, que des élèves arrosaient et frottaient. « Venez par ici, leur criai-je en m'approchant d'eux. Je vais vous prendre en photo pour le journal. » Je sentis alors quelque chose de froid et humide sur mon sweatshirt et poussai un cri de stupeur. 2 jets puissants m'avaient atteint au visage et à la poitrine. Je tombais à la renverse. « Hé !» gargouillai-je, la bouche pleine d'eau. « Arrêtez, vous êtes fous !» Je tentais de m'enfuir à 4 pattes, mais les jets d'eau glacée me clouaient au sol. Me protégeant avec mes bras, je reconnus les 4 élèves hilars qui tenaient les tuyaux. C'étaient Brenda, Ward, Danny et Jeffrey. Qui d'autre aurait pu faire cela? Je m'éloignai, essayant de me mettre hors de leur portée. « Arrêtez! Hé les gars, arrêtez, quoi !» criai-je. C'est alors que je me souvins de l'appareil photo. Je l'examinai entre 2 douches et poussai un cri d'horreur. Il était tout mouillé. Furieux, je passai la courroie de l'appareil autour de mon cou et fonçai vers mes assaillants, tête baissée. C'était ma dernière chance, me dis-je, bouillant de colère. Ma dernière chance au journal. Et elle est gâchée. Tout dégoulinant, je sautai sur Ward et parvins à l'immobiliser. Puis je le fis tomber et m'assis sur lui. Son rire se transforma vite en un gémissement sourd. Lui arrachant le tuyau des mains, je me penchai vers la portière de la voiture de ses parents, l'ouvris et dirigeai le jet à l'intérieur, inondant les sièges arrière puis les sièges avant. « Et non, pas ça !» hurla-t-il. Quand je vis que ses 3 amis avaient lâché leur tuyau et se dirigeaient vers moi, j'abandonnai le mien et pris la fuite. Malheureusement, je n'allais pas bien loin. Le terrain imbibé d'eau était glissant et je m'étalai dans l'herbe trempée sur l'appareil photo. Sandra tournait et retournait l'appareil dans ses mains, visiblement furieuse. « La lentille est cassée, marmonna-t-elle, la voix tremblante, en secouant la tête. L'appareil est plein d'eau. Il est complètement bousillé, fichu. Je t'assure que je n'y suis pour rien, protestai-je d'une petite voix. Tu devras le rembourser, s'exclama-t-elle hors d'elle. Tu le rembourseras, ou bien mon père te poursuivra en justice. Mais tu ne comprends rien, Sandra, ce n'est pas ma faute, répétai-je. Va-t'en, je ne veux plus te voir. À t'écouter, rien n'est jamais ta faute. Mais c'est vrai, insistai-je. Laisse-moi t'expliquer au moins. Tu nous causes toujours des ennuis, dit-elle en me lançant un regard mauvais. Tu ne prends jamais rien au sérieux. Tu ne penses qu'à jouer, comme un gamin. Elle examina une dernière fois l'appareil cassé et le rangea, exaspérée, dans le bureau. Non, Sandra, je t'assure que... commençai-je. Sors d'ici, coupa-t-elle. C'était ta dernière chance. Tu ne la méritais pas, tu n'es qu'un monstre. Pourquoi est-ce que tout le monde t'appelle David le rat, à ton avis? Parce que c'est ce que tu es, un sale rat qui porte la poisse. Ces mots me blessèrent profondément. Une douleur me transperça la poitrine, me coupant la respiration un court instant. Je tournai le dos à Sandra afin qu'elle ne vît pas combien j'étais bouleversé. Puis, je me mis en route pour rentrer à la maison, accablé. En traversant la cour, j'entendis les élèves rire et plaisanter. Ils savonnaient les voitures, puis les rinçaient et les faisaient briller. Je les enviais de s'amuser autant. Comment se débrouillaient-ils? Pourquoi étais-je toujours à l'écart? Comme je passais près d'eux, certains se mirent à beugler en cadence « David le nain, David le nain ». D'autres gloussèrent méchamment. Je détournai la tête et accélérai ma course. Je savais bien que d'ici lundi, Sandra aurait crié sur les toits que j'avais cassé l'appareil photo de son père. La nouvelle ferait vite le tour de l'école. Sur le chemin, je repensais aux paroles de Sandra et mon chagrin se transforma petit à petit en colère. Cette colère grandissait à chaque pas. J'avais envie de hurler, de la laisser exploser. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de me venger, de rendre à Sandra ce qu'elle m'avait fait, de lui jouer un tour à ma façon. Monstre, monstre, monstre. Ce mot résonnait dans ma tête. David, tu es un monstre, rien qu'à sale rat. Tu devras me rembourser, David, sinon mon père te poursuivra en justice. Sale rat, sale rat, sale rat. Elle n'avait pas le droit de m'insulter ainsi. C'était ignoble de sa part. Elle m'avait profondément humilié. Pourtant,
Au fur et à mesure que je me rapprochais de la maison, un sourire apparaissait sur mes lèvres. J'avais trouvé un plan. Ça ne pouvait pas rater. Non, c'était impossible. Nous étions dans la nuit de lundi à mardi. Le moment de ma vengeance était enfin arrivé. Rappelez-vous, j'étais dans la salle où Sandra et mademoiselle Richards travaillaient. J'étais en train de taper ma petite annonce au bas de la première page du journal. À l'affût du moindre bruit, je me dépêchais, car elle risquait de revenir d'un instant à l'autre. Jamais je ne m'étais senti dans un tel état d'énervement, et pourtant je ne cessais de sourire. « David, tout le monde te prend pour un minable, mais en réalité tu es un génie, me complimentai-je. Il n'y a que toi pour inventer une aussi belle et méchante blague. » Tout en guettant la porte, je finis de taper mon message et le relus. Ah, j'aurais pu danser de joie, mais je ne voulais pas faire de bruit. Il était temps de m'éclipser. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Soudain, j'entendis Sandra tousser. Elle venait d'entrer dans la pièce. J'étais coincé. Si près du but, pensai-je. C'était vraiment trop bête. Il n'y avait que 5 pas jusqu'à la fenêtre. 5 pas, et j'étais sauvé. Je fermai les yeux et, résigné, m'attendais au pire. Mais personne ne vint. La voix de mademoiselle Richards retentit dans le hall. « Sandra, peux-tu venir une minute ?» Je rouvris les yeux et vis Sandra sortir de la pièce. Elle ne m'avait pas remarqué. Soulagé, je sautai au dehors et détalai sans demander mon reste. Je ne pris même pas le temps de refermer la fenêtre. C'était la 3e fois en 4 jours que je revenais chez moi au pas de course. Mais cette fois, c'était différent. Je ne rentrais pas en vaincu. Non, je courais la tête haute, comme un champion. Je me glissais furtivement dans l'entrée. Mes parents étaient toujours devant la télévision. Je m'arrêtai un instant devant la porte du salon pour reprendre mon souffle et permettre au battement de mon cœur de se calmer. J'étais si heureux que j'aurais voulu me précipiter dans la pièce pour raconter mon exploit à mes parents. Mais bien évidemment, il n'en était pas question. Je regagnai donc ma chambre le plus discrètement possible. J'avais envie de parler à quelqu'un, de partager mon secret. Mais à qui? Qui pouvais-je appeler? Soudain, je pensais à Iris. Oui, Iris, elle apprécierait sûrement, et elle, au moins, me comprendrait. En proie à une grande agitation, je saisis mon téléphone. Je mis un peu de temps à me souvenir de son nom de famille. Je ne l'avais entendu qu'une fois. Chandler? Candle? Candler, oui, c'est ça, Iris Candler. Après avoir regardé dans l'annuaire, je laissai le téléphone sonner 1 fois, 2 fois. Iris décrocha juste après la 3e sonnerie et parut surprise d'entendre ma voix. « Devine où je suis allé ce soir ?» lui demandai-je. Je ne lui laissai pas le temps de chercher et lui racontai l'histoire en détail d'une seule traite. « C'est génial comme idée, non? Le journal sort demain. Sandra ne dormira pas beaucoup la nuit prochaine. Elle va recevoir des appels de tous les élèves de l'école. » Je m'attendais à ce qu'Iris éclate de rire, mais au lieu de cela, elle garda le silence. « Tu trouves ça idiot ?» lui demandai-je, hésitant. « Écoute, » répondit-elle, « j'ai un mauvais pressentiment, David. Un très mauvais pressentiment. » Le mardi matin, quand j'arrivai à l'école, je tombai sur Sandra. Elle détourna aussitôt la tête d'un air méprisant et passa à côté de moi sans m'adresser la parole. Je n'y prêtais pas attention. Je pensais à ma petite annonce et cela me réconforta. Ma bonne humeur ne me quitta pas de la journée. Oui, j'avais de quoi être satisfait. Sur le chemin du vestiaire, Josh et Greg, 2 garçons de ma classe, me bousculèrent volontairement et me lancèrent les insultes habituelles. Je les ignorais. J'ouvris mon casier et y déposai les livres que je transportais dans mon sac à dos. « Hé, David, tu ne voudrais pas laver la voiture de mon père ?» me cria Tony, un garçon de 5e. Quel humour! À se tordre de rire. Cette plaisanterie irrésistible amusa quelques élèves qui se trouvaient là. Je refermai la porte et passai devant mes camarades, sans souffler mot. Tout ça, c'est à cause de Sandra. Mais cette nuit, rira bien qui rira le dernier, me dis-je. Plus loin, je rencontrai Brenda et Wart, adossés au mur près du lavabo. J'essayai d'accélérer le pas, mais je ne fus pas assez rapide. Brenda pressa sa main contre le robinet et fit gicler un jet d'eau froide sur ma chemise. « Préviens ta famille qu'elle aura de sérieux ennuis avec mon père.
après ce que tu as fait, dit Ward. Il fera payer tes parents jusqu'à leur dernier sou. C'est ça, marmonnai-je entre mes dents. David Laura, entonna quelqu'un. C'était reparti, comme d'habitude. Mais je décidai de ne pas y prêter attention. Je me sentais au-dessus de ces mesquineries. Le journal serait distribué dans l'après-midi. Ce serait au tour de Sandra d'avoir des ennuis. Je savourais déjà ma vengeance à l'idée qu'elle passerait sa nuit à répondre au téléphone. Ce soir-là, nous étions invités à dîner chez mes cousins qui habitent de l'autre côté de la ville. Nous ne rentrâmes que vers 10h30. Je me couchais très content en repensant à ma blague. Quelle idée géniale j'avais eue. Je dormais à point fermé quand le téléphone de ma chambre sonna. Je jetai un coup d'œil au radio-réveil. Il était minuit moins 2. Qui pouvait bien appeler si tard? Je cherchai le téléphone à tâtons et saisis l'écouteur. Je tendis l'oreille d'abord pour vérifier si papa et maman n'avaient pas entendu la sonnerie. Mais rien ne bougea. En effet, je ne suis pas autorisé à recevoir des appels après 10h. Allô? David, c'est moi, Iris. Iris? Mais il est minuit. Pourquoi appelles-tu si tard? Mon père est resté pendu au téléphone pratiquement toute la soirée. David, est-ce que tu as lu le journal de l'école? Demanda-t-elle en chuchotant. Non, répondis-je en m'asseyant dans mon lit. Quand on a commencé à le distribuer, j'ai été appelé à la bibliothèque. La documentaliste voulait me voir à cause de quelques livres que je n'ai toujours pas rendus. Quand je suis revenu en classe, il ne restait plus de journaux. Tu n'as donc rien vu? Répéta Iris, paniquée. Non, répondis-je, je n'ai pas eu mon exemplaire. Alors, est-ce qu'on lit bien ma petite annonce? Eh bien... Iris hésitait. Tu la trouves bien? Insistai-je, très excité. Pas vraiment, non, répondit-elle à voix basse. Tu vas avoir de sérieux ennuis. Je vais quoi? Je collai l'écouteur à mon oreille. La voix d'Iris était tellement faible que je l'entendais à peine. Hein? Je vais quoi? Avoir de gros ennuis, répéta-t-elle. De gros ennuis? Un frémissement parcourut mon échine. Mais pourquoi? Explique-toi, bégayai-je. Le message, commença-t-elle. Puis elle s'arrêta. Iris, je ne t'entends plus. Iris? Je dois raccrocher, murmura-t-elle. Mon père arrive. Mais Iris, insistai-je. Pourquoi vais-je avoir des ennuis? Dis-le-moi. Je l'entendis ensuite parler à son père. Je raccroche, papa, j'avais juste un mot à dire. Je sais qu'il est minuit. Iris, s'il te plaît, attends, suppliai-je. Désolé, salut. Je reposai l'écouteur, médusé. Pourquoi n'avait-elle pas terminé sa phrase? Le téléphone sonna de nouveau. Iris, merci de rappeler, chuchotai-je. J'ai lu ton annonce dans le journal de l'école, murmura une voix étrange. Iris? J'avalai ma salive, réalisant avec effroi que ce n'était pas elle qui parlait. J'ai lu ton annonce, répéta la voix. J'appelle, comme tu l'as demandé. Hein? C'est moi que tu appelles? M'écriai-je. Oui, j'obéis à tes instructions. Hein? Mais qui es-tu? Ah, je suis un monstre. Je raccrochai aussitôt et me coulai dans mon lit, relevant mes draps jusqu'au menton. Dehors, le vent gémissait de manière lugubre. Les lampadaires de la rue projetaient des ombres mouvantes sur les murs de ma chambre. Je n'en menais pas large. Mon cerveau en ébullition essayait de comprendre ce qui se passait. J'étais follement inquiet. Qui avait appelé? Je n'en étais pas sûr, mais on aurait dit une voix de garçon. Pourquoi avait-il téléphoné chez moi? Mon annonce donnait pourtant le numéro de Sandra. Je n'eus pas le temps de réfléchir davantage. Le téléphone retentit de nouveau. J'attrapai l'écouteur avant la fin de la première sonnerie, les yeux fixés sous la porte de ma chambre. Si mes parents se réveillent, ça va barder, pensai-je. Allô? Qui est à l'appareil? Salut, je suis un monstre. La voix était différente. C'était celle d'un autre garçon qui parlait à voix basse. Hein? Sursautai-je, la gorge serrée. Je suis un monstre. J'ai appelé dès que j'ai lu ton annonce.
Laissez-moi tranquille, criai-je en raccrochant. Qu'est-ce qui se passe? Me demandai-je. Je m'assis et attendis, prêt à bondir sur l'appareil. David! Aboya une voix que je connaissais bien et qui me fit brusquement revenir sur terre. La lumière du plafond s'alluma. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte. Il se grattait la joue, l'air endormi. David, qu'est-ce que c'est que ces appels? Deux appels? Marmonnai-je en écarquillant les yeux, comme si je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai entendu le téléphone sonner 3 fois, grommela-t-il. Ah, tu parles de ces appels-là? Dis-je en prenant un air innocent, tout en sachant très bien que ça ne marcherait pas. Tu sais que tu ne dois pas recevoir d'appel après 10 heures? Dit-il en bâillant. Il est minuit. Bon, qui était-ce? Je ne sais pas, sûrement une blague. Tu sais, à l'école, je ne trouve pas ça drôle, dit-il en passant une main dans ses cheveux. Je n'y peux rien, commençai-je en baissant la tête. Il m'interrompit en élevant la voix. Dis à tes copains d'arrêter, je ne plaisante pas. S'ils continuent d'appeler aussi tard, je te supprime le téléphone. Je le leur dirai, promis, dès que je saurai qui c'est. Papa bâilla encore, puis il éteignit la lumière et retourna dans sa chambre. Il était à peine sorti que le téléphone sonna une nouvelle fois. « S'il vous plaît, commençai-je. Je suis un monstre, entendis-je. Cette fois, c'était une voix féminine qui chuchotait à l'autre bout du fil. J'ai lu ton annonce. Je suis prête, prête à semer les graines, prête à prendre le pouvoir. Quand les monstres doivent-ils se réunir? Quoi? Se réunir? Sans attendre la réponse, je raccrochai. Je n'y comprenais rien. Les questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi recevais-je tous ces appels? Y avait-il eu une erreur? Et pourquoi ces messages étaient-ils si bizarres? Pourquoi cette fille a-t-elle dit qu'elle était prête à semer des graines et à prendre le pouvoir? Qu'est-ce que tout cela signifiait? Le téléphone sonna soudain. Je tressaillis. Le lendemain matin, je n'étais pas très frais. Le téléphone avait sonné jusqu'à 2 heures du matin, heure à laquelle j'avais enfin eu l'idée de le débrancher. J'avais passé le reste de la nuit à me retourner dans mon lit, tracassé par ces appels monstrueux. J'avais fini par m'endormir vers 7 heures, un peu avant que mon radio-réveil ne se mette en marche. On était mercredi matin. Au petit déjeuner, il fallut que je fasse des efforts surhumains pour ne pas piquer du nez dans mon bol de céréales. Je serais bien retourné au lit, mais papa et maman n'avaient pas l'air d'être d'accord. Ils étaient même furieux, car les appels les avaient empêchés de dormir, eux aussi. « Tu diras à ces gosses de ne plus t'appeler, tonna maman. Sinon j'irai à l'école et je le leur dirai moi-même. »« Non, s'il te plaît, suppliai-je. Je le ferai en arrivant. Ils ne rappelleront plus, je te le promets. » J'employai le peu d'énergie qui me restait à me traîner jusqu'à l'école. J'atteignis avec peine mon casier dans le couloir bondé. « Te voilà enfin !» cria Iris. Elle m'attendait près du vestiaire, appuyée contre le mur de briques. « Tiens, David, regarde !» dit-elle en brandissant un exemplaire du journal de Harding. Je le saisis et cherchai l'annonce. Oui, elle était bien là, écrite en caractères minuscules en bas de la première page. Mais il y avait un petit changement. Appel à tous les monstres. Appel à tous les monstres. Si vous êtes un vrai monstre, appelez David après minuit. Suivez mon numéro de téléphone. Mon nom et mon numéro. Pas ceux de Sandra. Qui a bien pu faire ça? Murmurai-je en tendant le journal à Iris. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, dit-elle en secouant la tête. As-tu quand même réussi à dormir? Non, soupirai-je. Je repris le journal et le relus. Pas de doute, mon nom était bien là, écrit noir sur blanc. Je ne fus pas long à comprendre que Sandra y était pour quelque chose. Je courus alors jusqu'aux classes de 4e, me frayant un passage à travers les groupes d'élèves et bousculant quelques sacs à dos. J'atteignis sa classe juste au moment où la première sonnerie retentissait. Je la repérai immédiatement. Elle était au premier rang, en train de passer un cahier à une fille. « Sandra !» appelai-je. Je m'approchai d'elle et lui mis le journal sous le nez. Je, bégayai-je, hors d'haleine. Elle rejeta ses cheveux roux en arrière et me toisa d'un air moqueur. « Heureusement que j'ai vu ta petite plaisanterie à temps, dit-elle. Tu n'as pas eu trop de coups de fil cette nuit? »
Quelques-uns, murmurai-je en serrant les poings. Toute la classe éclata de rire, même le professeur. Dans la matinée, il me sembla que tout le monde me regardait avec ironie, mais ce n'était peut-être qu'une impression. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser aux appels de la nuit. Je savais bien qu'ils provenaient d'élèves du collège. Mais pourquoi disaient-ils des choses si étranges? À midi, n'étant pas d'humeur à subir les moqueries habituelles, je décidai de m'installer seul à l'autre bout de la cantine. Pour cela, il fallait néanmoins que je passe à côté de la table de mes ennemis. Ward et Danny s'amusaient à s'arroser avec leurs briquettes de lait, pendant que Brenda et Jeffrey gloussaient de rire. « S'ils me voient, je suis bon pour une douche au lait, » me dis-je. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. À ma grande surprise, je longeai leur table sans encombre. Ward ne cria pas une de ces méchantes plaisanteries. Danny et Jeffrey n'essayèrent pas de me faire trébucher. « Que se passe-t-il » me demandai-je en me dirigeant s'entraîner vers le fond du réfectoire. Je suis pourtant sûr qu'ils m'ont vu. Je fis glisser mon plateau sur la dernière table. Personne ne s'assoit jamais dans ce coin, car le tuyau de la chaufferie passe par là et on reçoit de l'air chaud dans la figure en mangeant. Je m'installai et commençai à mâcher mon sandwich en observant les autres. J'attendis. J'attendis que quelqu'un vienne se moquer de ma soupe à la tomate qui ressemblait à du sang coagulé, ou me parler des appels que j'avais reçus pendant la nuit. Mais rien de tel n'arriva. Personne ne faisait attention à moi. Je finis par me détendre et manger mon repas en paix, ce qui ne m'était encore jamais arrivé depuis le début de l'année. Lorsque j'eus fini, je ramassai mes affaires et me levai. Je reçus alors en plein milieu du front un morceau de papier plié en 4. « Hé !» criai-je en colère. Mais au fond de moi, j'étais presque rassuré. Cela m'avait paru bizarre de passer une heure entière dans le calme. Tout en me frottant le front, j'examinai le bout de papier et y lus ce message. Quel jour, la réunion des monstres. Je lançai un regard circulaire dans la salle pour voir d'où pouvait venir le message, mais personne ne semblait s'occuper de moi. Ward et les autres étaient en train de rapporter leur plateau. Est-ce que ça viendrait de l'un d'eux ? Me demandai-je. En sortant de la cantine, je tombai sur Iris. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en remarquant mon air soucieux. « Encore ces monstres » soupirai-je en haussant les épaules. « On dirait qu'ils m'en veulent. Je crois que je l'ai bien cherché. Je t'avais dit que j'avais un mauvais pressentiment. Sandra n'allait pas laisser passer une occasion pareille. »« N'insiste pas, » suppliai-je désespéré. « Si je continue à avoir des appels cette nuit, mes parents vont me supprimer le téléphone. »« Et si tu le débranchais en allant te coucher ?» suggéra-t-elle. « Bien sûr, c'est ce que j'allais faire. D'ailleurs, je l'avais déjà fait la nuit précédente. » Je montai à l'étage. Les vestiaires étaient pris d'assaut par les élèves qui déposaient leurs manteaux et retiraient les livres et les cahiers dont ils avaient besoin pour les cours. La cloche allait bientôt sonner. Iris s'arrêta devant son placard et se tourna vers moi. « Est-ce que tu pourrais me rendre un service ?» demanda-t-elle en rougissant. « Bien sûr. » Mais pourquoi cet air gêné? Que voulait-elle me demander? « Tu sais, ce n'est pas facile d'être nouvelle, dit-elle. Alors j'ai pensé que je pourrais faire quelque chose de vraiment spécial samedi pour la vente de gâteaux du collège. Tu comprends, je voudrais essayer d'impressionner les autres pour marquer mon arrivée à l'école. » Elle se mit à rire et je ris aussi, attendant la suite. « Eh bien, poursuivit-elle en hésitant, pourrais-tu m'accompagner demain après les cours pour m'aider à acheter ce qu'il faut? De la farine, du sucre, enfin tout ça. Nous pourrions aller... » « Bien sûr, l'interrompis-je, surpris. Je faillis ajouter « Aucune fille ne m'a jamais demandé de l'accompagner nulle part. » Mais je me retins à temps. C'était la dernière chose à dire. « D'accord, rendez-vous derrière la cour, déclarai-je. Tu pourras acheter ce que tu veux. Je t'aiderai à tout porter jusque chez toi. » Elle me remercia chaleureusement. Je me voyais déjà, les bras chargés de paquets, marchant à ses côtés dans les rues de la ville. Lorsque je courus jusqu'à mon casier, j'avais l'impression d'avoir des ailes. « Iris est mon amie, me dis-je, fou de joie. Il y a au moins une personne dans l'école qui m'aime bien. » Cela semble peu de chose, mais pour moi c'était extraordinaire. J'en oubliais les ennuis que j'avais eus jusque-là. Quel grand jour, pensais-je. Quelle journée fantastique. Mon enthousiasme retomba quand j'ouvris mon casier. Mon regard fut attiré par des taches sombres.
Un liquide rouge et épais dégoulinait sur l'intérieur de la porte. Du sang! L'angoisse me submergea, mais je réalisai avec soulagement que ce n'était que de la peinture. Une peinture rouge et brillante avec laquelle on avait gribouillé sur la porte. Quel jour la réunion! Signé les monstres. Je me redressai brusquement et poussai un cri de rage. Après avoir retrouvé mon calme, je posai un doigt sur la peinture. Elle était fraîche. Le message venait d'être écrit. Mais par qui? Et pourquoi? Était-ce une plaisanterie? Je ne voyais pas ce qu'il y avait de drôle. Perplexe, je saisis mon sac à dos et refermai la porte. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage, car je devais aller en cours. Ce soir-là, les appels commencèrent plus tôt, vers 8 heures. J'étais dans le salon en train de regarder un match de basket à la télévision avec mon père, quand, tout à coup, la sonnerie retentit. Mon père prit le téléphone posé sur la table à côté de lui. Il marmonna quelques mots incompréhensibles et me tendit l'appareil. « C'est pour toi, David. » J'allais dans l'entrée pour ne pas être dérangé par le son de la télévision. « Allô ? Je suis un monstre, chuchota une voix. « Alors, on se réunit quand ?» Je raccrochai sans dire un mot et retournai dans le salon. J'eus du mal à me concentrer sur le match, tellement l'angoisse me tenaillait. Le téléphone sonnait sans arrêt, délivrant un chuchotement après l'autre. « Je suis un monstre, j'ai lu ton annonce. Quand devons-nous planter les graines ? Je suis un monstre, quand nous rencontrons-nous ? » Cette blague commençait à virer au cauchemar, pensai-je. Mais est-ce vraiment une blague ? Je n'en étais pas convaincu. Le lendemain, c'était jeudi, le fameux jour où je devais accompagner Iris faire ses courses. Je n'avais pensé qu'à ça toute la journée. Dès la fin des cours, je me précipitai dehors, brûlant d'impatience de la retrouver. Je m'imaginais l'aidant à transporter ses achats. Peut-être me demanderait-elle aussi de faire les gâteaux avec elle. Je n'en revenais pas. Iris et moi allions faire équipe. Jusque-là, aucune fille n'avait jamais voulu passer un peu de temps avec moi. Mais Iris était différente. Elle était nouvelle. Je me disais que nos gâteaux seraient les meilleurs. Mes camarades verraient enfin que je ne suis pas si nul que ça. Peut-être allait-elle m'aider à refaire ma réputation? Je faisais plein de projets très agréables, de suppositions plaisantes. Malheureusement, rien de tout cela ne se réalisa, pour la bonne et simple raison que je ne retrouvais jamais Iris derrière la cour. Tandis que je la cherchais des yeux, Ward, Danny, Jeffrey et Brenda me tombèrent dessus. « Oh non, laissez-moi » criai-je. Mais je n'eus pas le temps de protester davantage, car ils m'attrapèrent par les bras et m'entraînèrent vers le bois, de l'autre côté du bâtiment. « Hé, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi » Je me tortillai comme un ver et leur donnai des coups de pied. Seulement, à 1 contre 4, c'était difficile de faire le poids. Les feuilles mouillées formaient un épais tapis sous nos pas. Les arbres dénudés tremblaient dans la douce brise de l'après-midi. Un écureuil maigrichon bondissait devant nous sur le sol gelé, à la recherche de nourriture. « Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi partir, s'il vous plaît, » suppliai-je en vain. Nous traversâmes un terrain plein de hautes herbes couvertes de givre. « Par ici, » dit Danny, montrant un fourré dont les branches retenaient des paquets de neige sale. Derrière ces buissons épais, nous étions parfaitement cachés de la rue. À ce moment précis, je me débattis avec force et réussis à me libérer. Je fis un tour sur moi-même, cherchant un moyen de leur échapper. La fuite semblait difficile, car les buissons formaient une barrière infranchissable. Ward et ses amis m'entouraient, me fixant d'un air tendu, comme s'ils attendaient que je dise quelque chose. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demandai-je, essayant de paraître calme, mais ma voix me trahissait. « Qu'allez-vous me faire ?» Leur visage était de marbre. Je ne les avais jamais vus aussi sérieux. Finalement, c'est Ward qui rompit le silence. « Nous ne te ferons aucun mal, chef, » dit-il. « Pardon ? Nous sommes les monstres, » continua Ward. Je les regardais les uns après les autres, de plus en plus surpris. « Alors c'est vous qui m'avez téléphoné et envoyé ces messages ?» m'exclamai-je, ébahi. Ils hochèrent la tête tous les 4 en même temps, solennellement. « Oui, chef,
dit Brenda en se débarrassant du revers de la main de la neige qui était tombée sur ses longs cheveux noirs. J'aurais dû me douter que c'était vous, marmonnai-je, pas vraiment rassuré. Oui, tu aurais dû t'en douter, répéta Jeffrey sur un ton bizarre. Nous avons appelé dès que nous avons lu ton annonce, dit Danny à son tour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fis-je d'un ton sec. Et d'abord, pourquoi m'appelez-vous chef? Si nous avions su que tu étais le chef, répondit Ward, nous ne t'aurions jamais embêté, ni joué ces méchants tours. S'il te plaît, accepte nos excuses, chef. Nous regrettons tout ce que nous t'avons fait. Tu aurais dû te faire connaître plus tôt, ajouta Danny d'une voix sourde. Oui, nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant nous devons agir vite, poursuivit Ward. Mais de quoi parlez-vous? M'écriai-je. Je n'y comprends rien. J'ai un rendez-vous important, je ne peux pas rester là. Est-ce qu'ils voulaient me rendre fou? Qu'est-ce qu'ils avaient encore inventé? C'était sûrement une de leurs plaisanteries idiotes, mais dans ce cas, pourquoi faisaient-ils cette tête d'enterrement? Ça leur ressemblait si peu. Inutile de faire semblant désormais, déclara gravement Brenda en me dévisageant de ses grands yeux noirs. Il y a urgence, ajouta Danny, c'est pourquoi nous t'avons contacté. En apercevant l'écureuil qui sortait la tête d'un buisson, je me demandais si je pourrais m'échapper par là. Chef, pourquoi as-tu tant tardé? Demanda Brenda. Les gars, ce n'est vraiment pas drôle, commençai-je. Ils secouèrent lentement la tête en signe d'acquiescement. Il faut que tu nous aides à accomplir notre mission. Une mission? Est-ce qu'ils avaient perdu la tête? Croyaient-ils vraiment que j'allais avaler ça? D'accord, de quoi s'agit-il? Fis-je, décidant de jouer le jeu pour en finir au plus vite. Les graines d'identité seront périmées dans une semaine, dit Brenda. Nous n'avons que quelques jours pour les semer, ajouta Danny, agité. Des graines? Semer des graines? Je deviens fou, ou c'est vous qui délirez? M'exclamai-je sans parvenir à me retenir de le rire au nez. Je ne comprenais rien. Si nous ne plantons pas ces graines à temps, commença Ward, mais sa voix se brisa avant qu'il ait pu finir sa phrase. Alors, les enfants, chuchota Brenda en me fixant droit dans les yeux. Ward posa sa main sur mon épaule et me regarda avec compassion. Tu sais ce qui va t'arriver, chef, si la mission échoue, renchérit-il en passant son pouce en travers de sa gorge. Il n'avait vraiment pas l'air de plaisanter. Un silence pesant s'installa. Une rafale de vent fit tomber de la neige des buissons et je me mis soudain à frissonner. Brenda fouilla dans son sac à dos et en sortit un paquet transparent qu'elle me tendit. J'étais de plus en plus perplexe. « J'ai les graines d'identité avec moi, chef, » déclara-t-elle. Après les avoir bien examinées, je trouvais qu'elles ressemblaient à s'y méprendre à des pépites de chocolat. « Comme tu le sais, chef, chaque collégien doit en manger une, » expliqua Ward. « Il suffit d'une graine pour transformer un humain en monstre. »« Les monstres au pouvoir, » déclara Jeffrey avec conviction. « Les humains font partie du passé, » cria Brenda en brandissant très haut le sac de graines. « Les monstres sont l'avenir. » Ils applaudirent, poussèrent des cris stridents et se métamorphosèrent en monstres. « Les monstres au pouvoir !» grognait-il en chœur. J'assistais, horrifié, à leur transformation. Leurs visages se tordaient et leur corps se déformait sous mes yeux. C'était un spectacle effrayant. Des pustules apparurent sur leurs bras et leurs mains. Elles grossirent jusqu'à atteindre la taille d'une pièce de monnaie. Puis leur teint s'assombrit et, en quelques secondes, leur peau vira au violet vif. Un horrible violet. Leurs têtes s'allongèrent et s'aplatirent. Leurs cheveux disparurent, laissant apparaître un crâne rugueux. De leurs puissantes mâchoires armées de 2 rangées de dents acérées pendaient de longues langues de lézard. Des langues rouges, visqueuses et granuleuses, qui frétillaient entre leurs dents. Je restais pétrifié, hypnotisé par ces créatures hideuses. Impossible de m'enfuir. J'avais devant moi 4 énormes lézards, 4 horribles monstres violets couverts de boursouflures purulentes. Ils grognaient et soufflaient, se balançant lourdement d'une patte sur l'autre, et faisaient rouler dans leurs orbites des yeux globuleux et humides. Leurs mâchoires s'ouvraient et se refermaient dans un claquement sec. « Non, au secours !» criai-je, fou de terreur, en voyant Ward s'avancer vers moi. Il s'apprêtait à m'attaquer.
Mais il passa à côté de moi d'un pas lourd et saisit le pauvre petit écureuil entre ses pattes griffues. Il ouvrit grand sa gueule et y engouffra l'animal qu'il avala sans même le mâcher. La queue en panache disparut en dernier. Il se pourlécha les babines de sa langue baveuse. « Désolé, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. » dit-il aux autres en souriant. « Il était comment ?» siffla Brenda. « Un peu sec. » répliqua Ward. « Je les préfère sans la fourrure. » ajouta Jeffrey. Et ils partirent d'un rire de monstre, saccadés, hoquetant, comme s'ils étaient en train de s'étouffer. Ils firent claquer comme des fouets leurs longues langues pustuleuses et se les frappèrent les unes contre les autres, comme s'ils se tapaient dans les mains. Je n'en menais pas large. Les jambes flageolantes, j'étais à 2 doigts de m'évanouir. « Bon, je dois y aller maintenant, » balbutiai-je. Brenda me mit le sac de graines sous les yeux. « Plus qu'une semaine, chef, » dit-elle. « Dis-nous comment tu projettes de les semer. Nous t'attendons depuis si longtemps. Tu as un plan ?»« Oui, » répliquai-je. « Sortir d'ici immédiatement. » Je fis un pas en avant, mais ils furent plus rapides que moi et me barrèrent le chemin de leur corps imposant. Warb courba légèrement la tête, comme un serviteur devant son maître. « Si tu pars, chef, à quand la prochaine rencontre ?» grogna-t-il d'une voix servile. « Oui, nous devons impérativement nous revoir en dehors de l'école, » ajouta Danny. « Mais il faut tout d'abord prendre une décision. Avant la fin de la semaine, chaque élève du collège Harding doit avoir avalé une graine d'identité. » rappela Brenda. « Il n'y a pas de temps à perdre. » Les autres opinèrent. « Les monstres vaincront, » lança Ward fougueusement. « Les enfants des humains deviendront tous des monstres. » Et leurs 4 langues claquèrent une nouvelle fois les unes contre les autres. « Je dois m'éloigner d'ici à tout prix, me dis-je. Sinon je suis mort. » Il fallait absolument que je parle à quelqu'un, que d'autres personnes soient mises au courant de l'existence et des intentions des monstres. Mais me croirait-on? Et d'ailleurs, comment pouvais-je m'échapper? S'ils se rendent compte que je ne suis pas leur chef, ils vont me réduire en bouillie, réalisai-je avec effroi. Je me remémorais la queue de l'écureuil glissant lentement dans la gueule de Ward et j'en eus un haut le cœur. Je devais à tout prix leur fausser compagnie. Mais comment? « Brenda, montre-moi ces graines, dis-je en m'efforçant de prendre un air autoritaire. Ma voix était ferme, mais je ne pouvais empêcher mes mains de trembler. Malgré tout, j'attrapais le sac, dénouai le lien avec précaution et me penchai pour en examiner le contenu. Puis je reniflai les graines et constatai avec inquiétude qu'il ne s'agissait pas de pépites en chocolat. Elles dégageaient une odeur aigrelette, pas franchement désagréable, mais ni sucrée ni chocolatée. « Une graine pour chaque enfant, » murmurai-je en les regardant. Les affreux lézards hochèrent la tête. « Oui, » dit Brenda dans un claquement de mâchoire. « Une seule suffira pour les transformer. » « Il faut éviter le drame coûte que coûte. Je dois trouver un moyen pour les empêcher d'agir, me dis-je. Mais d'abord il faut que je sorte de ce piège. »« Bon, eh bien, voilà ce que je vous propose, » déclarai-je en rendant le sac à Brenda. « Chacun prépare un plan. On se téléphone pour décider de ce qu'on fait. » Espérant me débarrasser de ces monstres à bon compte, je tournai les talons et m'apprêtai à partir en direction de la rue. Mais je fus stoppé dans mon élan. La longue langue de Ward s'enroula autour de mon cou. Il me fit tourner sur moi-même en tirant dessus, comme avec un lasso. « Moi, chef, j'ai un plan, » déclara-t-il. « Bon, dis-je, en faisant un effort surhumain pour surmonter mon dégoût. Sa langue gluante et granuleuse me râpait la peau. Nous nous rencontrerons à la fin de la semaine pour en discuter. »« Non, maintenant, » insista Ward. « Chef, nous devons en discuter tout de suite. Mon plan est applicable dès demain matin. » « Hein? Dès demain? Nous ferions mieux de prendre un jour de plus pour réfléchir, commençai-je. De cette façon, ils me regardaient d'un air soupçonneux, en agitant leurs mâchoires. Je n'insistais pas. « Je t'écoute, fis-je. »« Demain matin, nous viendrons à l'école avant l'ouverture. » commença Ward. « Les cuisinières arrivent très tôt pour préparer le déjeuner. J'ai minutieusement étudié leur emploi du temps. Elles font une pause de 10 minutes une fois le repas prêt. Nous en profiterons pour nous introduire dans la cuisine à ce moment-là et nous mettrons les graines dans la nourriture. Comme tous les enfants mangent à la cantine, » intervint Danny. «
on est sûr que chacun en avalera au moins une. Et dans l'après-midi, il n'y aura plus aucun humain. Tous seront devenus des monstres, comme nous, ajouta Jeffrey. Que pensez-vous de ma tactique? Vous croyez que ça peut marcher? Demanda Howard. Ils m'observèrent tous les quatre, attendant une réponse. Ça me semble parfait, dis-je, en me frottant le menton, comme quelqu'un qui réfléchit très fort. Mais je préfère analyser tout ça tranquillement, et vous revoir demain. Leurs horribles gueules de lézard s'allongèrent de déception. Demain. Tempêta Howard. Mais c'est demain que nous devons agir, chef. Si nous plantons les graines le matin, dès l'après-midi... Je levai une main pour l'interrompre. À demain, dis-je, avant de m'éloigner, profitant de leur discussion. Cette fois-ci, ils me laissèrent partir. Heureusement, car je n'aurais jamais pu supporter une seconde de plus leur présence. Je me frayai un passage entre les buissons et m'enfuis sans demander mon reste. Qu'est-ce que je vais faire? C'est horrible, pensai-je en courant. Je dois les empêcher coûte que coûte de mettre leur plan monstrueux à exécution. Comment les arrêter? Si je leur dis de ne pas le faire, ils vont se rendre compte que je ne suis pas leur chef, qu'ils se sont trompés de personne. Alors, qu'adviendra-t-il de moi? Ils vont m'avaler tout cru, comme ce pauvre écureuil. Si je ne leur dis rien, ces pauvres enfants seront transformés en créatures recouverts de pustules, grognant et jouant avec leur langue granuleuse. Si j'en parle à un adulte, il me croira fou. J'étais coincé. Pourtant, j'étais le seul à connaître ce lourd secret. Il fallait agir. « Passe-moi la purée de pommes de terre, dit papa en mâchant un morceau de poulet. Et du pain, s'il te plaît. » Je pris une aile dans la barquette. Ce soir-là, nous avions du poulet frit et plusieurs sortes de légumes en garniture. Maman et papa travaillent tard et, comme ils n'ont pas le temps de faire la cuisine, ils achètent des plats tout frais en rentrant du travail. Ils sont toujours affamés quand ils arrivent. Inutile d'essayer de leur parler tant qu'ils n'ont pas fini de dîner. Moi, en revanche, je n'avais pas faim du tout. J'avais plutôt mal au cœur. J'attendis qu'ils aient fini de manger, puis j'inspirai profondément et commençai mon histoire. Enfin, j'essayais. « J'ai quelque chose à vous dire, » dis-je d'une toute petite voix. Ils levèrent les yeux en même temps. « Est-ce que tu as des problèmes à l'école, David ?» demanda maman d'un ton sévère. « Est-ce que les autres te font encore des misères ?»« Non, ce n'est pas ça, » répondis-je rapidement. « Je dois vous dire quelque chose de très important. J'ai besoin de votre aide. Vous savez les 4 élèves qui... » « Prends le temps de respirer, intervint papa. « Recommence depuis le début. »« Calme-toi, ajouta maman. Qu'est-ce qui te met dans cet état ?»« S'il vous plaît, laissez-moi parler, m'écriai-je. » Ils se redressèrent et posèrent leurs fourchettes sur la table. « Ces 4 élèves, repris-je, ce ne sont pas des humains. Je croyais qu'ils étaient en 5e, mais en fait ce sont des monstres. Ils sont nouveaux à l'école. Je ne les avais encore jamais vus alors. » Maman et papa échangèrent un regard. Papa ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais changea d'avis. « Ils sont venus ici pour accomplir une mission, poursuivis-je. Ils veulent transformer les collégiens en monstres. Ils ont apporté des graines d'identité dans un sac. Chaque enfant doit en manger une. » Comme j'avais parlé d'une traite, je m'arrêtai un court instant pour reprendre ma respiration. « Ils croient que je suis des leurs. Ils me prennent pour leur chef. C'est à cause de l'annonce que j'ai tapé sur la première page du journal de l'école. Ils veulent que je les aide à transformer tous les enfants en monstres hideux. » J'étais si énervé que j'en tremblais. Mon cœur battait à tout rompre. « Nous devons les arrêter, m'écriai-je en les regardant tour à tour. Et vous devez m'aider. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Je ne sais pas comment les empêcher d'agir, tout seul. Vous devez m'aider, c'est important, insistai-je. À bout de souffle, je m'écroulai contre le dossier de ma chaise. Mes parents échangèrent de nouveau un regard. Je remarquai à quel point ils étaient bouleversés. Papa parla le premier. « David, déclara-t-il avec sérieux, il est temps que tu saches que ta mère et moi sommes des monstres, nous aussi. » J'en eus le souffle coupé et faillis tomber de ma chaise. Maman et papa éclatèrent de rire. « Non, en réalité nous sommes des martiens, » rectifia papa. « C'est faux, » contesta maman, « des loups-garous. » Elle saisit un os de poulet et fit semblant de le ronger, comme un loup. « Nous sommes des loups-garous martiens,
s'écria papa en renversant la tête en arrière et en hurlant comme un loup. Et ils partirent d'un fou rire. J'étais désespéré. Mais vous devez me croire, suppliai-je, tout en réalisant que c'était inutile. Papa riait si fort qu'il en avait les larmes aux yeux. Il se les tamponna avec un coin de sa serviette. David, parfois tu m'étonnes, vraiment. Il se pencha vers moi et me tapa sur l'épaule. Quelle imagination, commenta maman en secouant la tête. Tu devrais écrire cette histoire, David. Je suis sûr que tu gagnerais un prix. Mais ce n'est pas une histoire, criai-je en colère. Je repoussai violemment ma chaise et jetai ma serviette dans mon assiette. Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Oh, mais nous te croyons, chef, s'exclama papa. Chef des monstres. Et ils s'esclaffèrent de plus belle. Je poussai un cri de rage et sortis de la salle à manger en claquant la porte. Je les entendais rire encore en montant l'escalier. Je m'enfermai à double tour dans ma chambre et boxai l'air de mes poings. J'avais besoin d'aide. Que faire si personne ne me croyait? Je me jetai sur mon lit et restai un long moment allongé dans l'obscurité, essayant de me calmer. Mais je n'y arrivais pas. J'étais bien trop énervé. Je saisis le téléphone et composai le numéro d'Iris. Iris m'écoutera, elle, me dis-je. Elle ne me prendra pas pour un menteur. La sonnerie retentit 3, 4, 5 fois. Allez, Iris, réponds, suppliai-je. Je laissai sonner 12 fois avant de raccrocher. Il n'y avait personne. Entre-temps, je m'étais un peu calmé. Je m'installai à mon bureau pour faire mes devoirs, mais j'avais bien du mal à me concentrer. Au moins ce soir, le téléphone ne sonnera pas sans arrêt, me dis-je. Les monstres ne m'appelleront pas puisqu'ils attendent que je les contacte. Je refermai brusquement mon livre de sciences. J'avais une idée. Demain, j'irai tôt à l'école. Non pas pour y retrouver les 4 monstres et encore moins pour mettre les graines dans les plats du déjeuner, mais pour parler à mademoiselle Crawford, la principale du collège. Il fallait absolument que je lui raconte ce que les monstres projetaient de faire dans son établissement. Elle m'aiderait à les en empêcher. J'en étais sûr. Mon radio-réveil se déclencha une demi-heure avant l'heure habituelle. Un léger bruit à la fenêtre attira mon attention. Intrigué, je traversai ma chambre et écartai les rideaux. La grêle frappait mes carreaux. La journée s'annonçait morne et grise. Je bâillais à me décrocher la mâchoire. Il faut dire que je m'étais retourné dans mon lit toute la nuit, sans parvenir à trouver le sommeil. Je m'habillai en vitesse et avalai d'un trait mon petit déjeuner. « Tu es bien matinale aujourd'hui » remarqua ma mère, encore endormie. Elle était debout devant la machine à café et attendait qu'il soit prêt. « Oui, j'ai cours plus tôt » marmonnai-je. J'attrapai mon blouson et mon sac à dos et sortis en courant. La casquette de baseball enfoncée jusqu'aux yeux, j'affrontais la pluie glacée. Il faisait un froid de loup. Il n'y avait pas âme qui vive dans les rues. En chemin, je pensais à ce que j'allais dire à mademoiselle Crawford. Je voulais être précis et ne rien oublier. L'école me parut déserte lorsque j'arrivais. Dans les couloirs silencieux, je n'entendais que le crissement de mes chaussures sur le sol. Je m'arrêtai devant le bureau réservé à l'administration. La pièce était vide. Les 2 secrétaires n'étaient pas encore arrivés. Mais j'aperçus de la lumière dans le bureau de la principale et j'entendis quelqu'un tousser. « Madame Crawford, est-ce que vous êtes là » appelai-je timidement. « Oui, répondit-elle. Qui est-ce » Quelques instants plus tard, sa tête aux cheveux gris parut dans l'entrebâillement de la porte. « David » s'écria-t-elle, surprise. « Tu m'as fait peur. Que fais-tu là si tôt ?»« J'ai besoin de vous parler, » bégayai-je. « Qu'est-ce qui se passe, mon petit ?» demanda-t-elle avec douceur. Elle me fit entrer dans son bureau et referma la porte derrière elle. « C'est une longue histoire, commençai-je. Mais allait-elle me croire ? Madame Crawford me fait toujours penser aux personnages des films en noir et blanc. Elle a des cheveux gris, courts et bouclés, des yeux clairs qui donnent une lueur étrange à son visage très pâle. Elle est toujours vêtue de noir, pantalon noir, jupe noire, pull noir. Je ne connais pas son âge, mais en tout cas elle a l'air vieille, même si elle est très dynamique et plutôt sportive. De temps en temps, elle participe aux matchs de volley-ball au cours de gym. Je m'assis sur la chaise qu'elle me désigna en face de son bureau. «
Après avoir rangé quelques dossiers, elle se pencha vers moi. « Je suis contente que tu sois venu me voir, me dit-elle d'un ton déjà moins aimable. » Son sourire avait disparu. « Ah bon ? J'avais justement l'intention de te convoquer, poursuivit-elle. J'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques incidents pendant le lavage de voiture samedi dernier. » Elle attendait mes commentaires, mais je restais muet. « J'ai entendu dire que tu avais arrosé les élèves et la voiture des parents de Richard, précisa-t-elle d'un ton sévère. « Moi ? Ce n'est pas moi qui ai commencé. Je... bafouillai-je. Elle me fit signe de me taire. Monsieur Wartman, le père de Richard, m'a appelé pour se plaindre. Il m'a dit que l'intérieur de sa voiture était complètement trempé et que... C'est de lui que je suis venu vous parler, justement. Enfin, de son fils, l'interrompis-je, me rendant compte que la conversation ne prenait pas la tournure prévue. Wart, je veux dire Richard, n'est pas un enfant. En réalité, c'est un monstre. Et vous savez, ces trois amis sont eux aussi des monstres. Ils peuvent se transformer en énormes lézards violets. Madame Crawford me regardait d'un air ébahi, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. « David, commença-t-elle. « C'est vrai, je vous assure, insistai-je. Ce sont vraiment des monstres. Ils me l'ont dit et, d'ailleurs, je les ai vus. Wart a avalé un écureuil. Hop, comme ça. » Madame Crawford fronçait les sourcils, visiblement agacée. Je n'avais pas pensé lui raconter l'histoire de cette façon-là, mais il était trop tard maintenant. Je devais aller jusqu'au bout. « Je suis leur chef. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils croient. Mais ce n'est pas vrai. Et ils... »« David, est-ce que tu te sens bien ?» me demanda Madame Crawford, qui s'était levée. « Ils veulent faire manger des graines aux enfants pour qu'ils se transforment en monstres, » poursuivis-je, frénétiquement. « Ils veulent... » L'air inquiet, la principale fit le tour du bureau et posa une main sur mon front. « Tu n'aurais pas de la température, par hasard ? Tu me sembles un peu chaud. Si tu allais voir l'infirmière, elle arrive tôt en général. »« Non, pas l'infirmière, m'écriai-je. Vous ne comprenez pas. Il nous faut, à tout prix, empêcher les élèves de manger le repas de midi. Ils vont se transformer en monstres. »« Et si tu retournais chez toi, suggéra-t-elle en se grattant la tête. Tu n'as pas l'air bien. Quelqu'un va te ramener à la maison. » Elle saisit le téléphone. « Tes parents sont peut-être encore là, je vais les appeler. » Elle ne voulait pas me croire. « Non, ce n'est pas la peine, dis-je en me levant brusquement. Je vais bien, je vous assure. Je blaguais. Je suis désolé pour la voiture de monsieur Watman. C'était un accident. Le tuyau m'a glissé des mains. » J'étais sorti à reculons et j'avais presque atteint la porte. « David, attends, insista Madame Crawford. Je pense vraiment que tu devrais voir l'infirmière. Tu m'as l'air bien énervé. Peut-être que si tu lui parlais... »« Je vais bien, je vous assure, répétai-je. Je parvins enfin à m'échapper, mais dans le couloir, je tombai sur Wart et ses trois copains. « Hé !» m'écriai-je, surpris. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Content que tu te joignes à nous, chef, chuchota Wart en jetant un coup d'œil dans le couloir. « C'est bon, allons-y. »« Où ça ?» demandai-je, inquiet. « À la cantine. » Pris de panique, je me retournai pour appeler Madame Crawford, mais elle était restée dans son bureau et ne pouvait pas m'entendre. Je dus suivre Brenda dans l'escalier qui descend en cuisine. Wart et Danny m'encadraient. Jeffrey fermait la marche. Je n'avais pas le choix. J'étais obligé de les accompagner. La porte des cuisines était ouverte. Une odeur chatouilla mes narines. Qu'y avait-il au menu aujourd'hui ? Du thon grillé peut-être. Les cuisinières qui travaillaient au fourneau bavardaient gaiement. On pouvait entendre le bruit de casserole, le sifflement d'une cocotte minute, une toux, des rires. Brenda se retourna brusquement et me mit quelque chose entre les mains. « Le sac !»« À toi l'honneur, chef, murmura-t-elle d'un ton solennel. C'est à toi de cacher les graines dans la nourriture. »« Écoutez, il faut que je vous parle, suggérai-je. Souvenez-vous que je vous ai demandé d'attendre jusqu'à ce que... » Je me collai contre le mur de peur qu'ils essaient de m'envoyer de force dans la pièce. Je ne voulais pas de cet honneur-là. « Nous n'avons pas le choix, chuchota Jeffrey d'un ton autoritaire. Tu as envie que la mission réussisse, oui ou non ? » Bonne chance, dit Brenda, tandis que Danny et Jeffrey me poussaient fermement vers la cuisine. Dans un premier temps,
La lumière vive des néons m'éblouit. Mais, une fois mes yeux habitués, je distinguai les 3 femmes en uniforme et tablier blanc. Elles se tenaient devant les fourneaux au fond de la pièce. Si l'une d'elles se retournait, elle me repérerait immédiatement. Je me faufilai jusqu'à l'armoire métallique près de la porte. Devant moi s'étirait un long comptoir en aluminium, brillant de propreté. D'énormes récipients remplis de nourriture étaient préparés. Il y avait un grand plat de macaroni au fromage, un autre de brocoli à la vapeur et un 3e de thon grillé. Une dizaine de pas à peine me séparaient maintenant du comptoir. Je pouvais l'atteindre sans difficulté, verser le contenu du sac dans l'un des plats et revenir vers la porte en moins de 10 secondes. Et même si l'une des cuisinières se retournait, j'avais largement le temps d'accomplir ma mission et de ressortir avant qu'elle n'ait le temps de crier. « Mais qu'est-ce que je fabrique ?» me dis-je en m'aplatissant contre l'armoire. « Je deviens dingue. Mais je ne veux pas accomplir cette mission. » Je jetai un coup d'œil vers la porte où se tenaient les 4 compères, serrés les uns contre les autres, à l'affût de mes moindres gestes. Ils me firent signe de continuer. Je n'avais pas le choix. Je devais y aller. Retenant ma respiration et gardant un œil sur les cuisinières, j'avançai sur la pointe des pieds jusqu'à l'immense plat en métal carré rempli de macaroni. L'odeur aigrelette du fromage vint me caresser les narines. « Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. » Je me retournai encore, mais les monstres bloquaient la porte, empêchant toute fuite. Ils me firent signe de verser les graines. « Ils me regardent, pensai-je. Si je ne le fais pas, ils découvriront que je ne suis pas leur chef. » J'ouvris le sac aussi lentement que possible pour gagner le maximum de temps. Quand, soudain, une idée me traversa l'esprit. Je pris le sac par-dessous et, le pouce levé, fis signe à mes compagnons que tout allait bien. Puis je m'avançai vers le comptoir, 1 pas, 2 pas, et soudain, je fis semblant de glisser sur quelque chose. Je m'étalai les mains en avant, lâchant le sac qui tournoyait un instant au-dessus de moi. Je simulai une tentative acrobatique pour le rattraper, mais il retomba sur le bord du comptoir et se vida sur le sol. Je regardais les graines rouler dans toutes les directions. « Ouf, j'ai réussi !» pensai-je, soulagé. Je mimai une expression de consternation puis retournai à 4 pattes jusqu'à la porte. Wart m'attrapa par la manche pour me tirer dans le couloir. « Je suis vraiment désolé, » murmurai-je, secouant la tête comme si j'étais au comble du désespoir. « J'ai tout fait rater. »« Aucune importance, » dit Jeffrey en sortant un autre paquet de graines de la poche de son blouson. « Nous en avons toujours 2, » chuchota Brenda. « Au cas où. »« Quelle chance !» m'exclamai-je en essayant de masquer ma contrariété. « Retourne-y immédiatement, » dit Wart en me poussant. « Cette fois-ci c'est la bonne, chef. Nous sommes avec toi. » Sur le pas de la porte, j'attendis quelques instants que mes yeux s'habituent de nouveau à la forte lumière et m'assurai que les cuisinières n'avaient pas changé de place. Je me glissai ensuite vers le comptoir et atteignis le plat de macaroni fumant. Après un bref instant d'hésitation, je versai le contenu du sac sur le plat, puis fis demi-tour sur la pointe des pieds. J'avais presque atteint la porte quand je vis Brenda faire un mouvement circulaire avec la main. « Remue-les !» chuchota-t-elle. « Quoi ?»« Il faut mélanger les graines dans le plat pour qu'on ne les voie pas. » Je retournai au comptoir, pris une longue cuillère en bois et remuai les macaronis. Je n'avais pas fait 3 pas que 2 mains robustes agrippèrent mes épaules. « Qu'est-ce que tu fais là, jeune homme ?» aboya une voix. Forcé de me retourner, je vis devant moi le visage grimaçant de madame Marshall. « Qu'est-ce que tu fais là ?» répéta-t-elle. Madame Marshall est notre cuisinière préférée. Elle a toujours un mot gentil pour chacun, à la cantine, quand elle fait le service. Mais là, elle ne plaisantait pas. Aucun élève n'a le droit d'entrer dans les cuisines, et encore moins à une heure si matinale. Ses cheveux noirs, bouclés, serrés dans son bonnet de cuisine, elle hochait la tête, attendant ma réponse. « Madame Marshall, ne servez sous aucun prétexte les macaronis, » chuchotai-je le plus doucement possible, afin que les monstres ne m'entendent pas. « Hein ? Parle plus fort, mon garçon, me dit-elle en me dévisageant avec curiosité. « Ne servez pas les macaronis, murmurai-je un tout petit peu plus fort. S'il vous plaît, faites en sorte que personne ne mange les macaronis. »
Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu parles si bas? Ne servez pas les macaronis, répétai-je. Ils sont empoisonnés. Elle poussa un grognement de colère. Jeune homme, sache que nos macaronis sont délicieux. J'en ai vraiment assez qu'on dise du mal de notre cuisine. Elle a raison, intervint madame Davis, sa collègue, en agitant sa cuillère en bois. Nous préparons les plats comme ceux de la maison. Et nous avons assez d'entendre ces plaisanteries idiotes. Je ne comprends pas pourquoi on boude notre cuisine. Ça ne nous fait pas plaisir, tu sais, dit madame Marshall. Il y a du vrai gruyère sous les macaronis, poursuivit madame Davis, et ce sont aussi de vraies pâtes, avec du vrai beurre. Absolument, appuya une troisième cuisinière, dont je ne connaissais pas le nom. Fais-les lui goûter, Alice, qu'il voit comme ils sont bons. Madame Marshall se pencha vers moi. Bonne idée, si tu en prenais un petit bol, dit-elle en se dirigeant vers le comptoir. Allez, goûte-les, dit madame Davis. Comme ça, tu diras aux autres élèves qu'ils peuvent les manger sans crainte. Non, non, merci, bafouillai-je en reculant jusqu'à la porte. J'ai pris un énorme petit déjeuner ce matin. Je m'enfuis en courant et retrouvai mes sinistres compagnons qui me félicitèrent. Bravo, chef, tu as réussi, s'écria Ward. Ils se mirent à rire et à applaudir et me donnèrent des tapes dans le dos. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre l'après-midi, dit Brenda, et le collège sera rempli de monstres. À midi, je n'allais pas à la cantine malgré la faim qui me tenaillait le ventre. Je ne voulais pas voir les élèves manger leurs macaronis et avaler, sans le savoir, les graines qui les transformeraient en horribles monstres violets. L'école va être remplie de lézards hideux, pensai-je, atterré. Et tout ça par ma faute. Dans l'après-midi, je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que disaient les professeurs tellement j'étais occupé à observer mes camarades. Iris essaya de me parler, mais je fis semblant d'écouter le cours attentivement. Je guettais avec anxiété les moindres signes de changement, mais rien ne se produisit. Pas de peau violette couverte de pustules, pas de longues langues râpeuses. Les élèves semblaient normaux. Après l'école, les 4 monstres m'attendaient dans la cour. Ils m'escortèrent en silence jusqu'à notre cachette dans le bois. Fou de colère, Ward donna des coups de pied dans les cailloux qui se trouvaient sur son passage. Danny et Jeffrey le suivaient, l'air morne. « Ça n'a pas marché, » dit Brenda. « Les enfants ne se sont pas transformés. »« Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?» demanda Ward. Il semblait attendre que je leur donne des explications. Elle m'échappa brusquement. « Les enfants n'ont pas mangé de macaroni. » Je me serais donné des gifles d'avoir parlé sans réfléchir. J'avais vendu la mèche. « Quoi ?» s'exclamèrent-ils en me regardant d'un air hargneux, les sourcils froncés. « Vous savez bien que personne ne mange jamais de macaroni, ajoutai-je. J'en avais trop dit pour m'arrêter. Je poursuivis donc. C'est une sorte de règle au collège. Depuis des années et des années, personne n'y touche. Je commençais à me sentir mal. Je disais ce qui me passait par la tête sans parvenir malheureusement à me retenir. Les monstres poussèrent des grognements de désapprobation. Puis Ward s'approcha de moi et me toisa avec défiance. « Comment peux-tu le savoir, chef? Tu n'es arrivé que quelques jours avant nous. Et puis si tu le savais, pourquoi tu versais les graines dans le plat de macaroni ?» Je devais réagir, et vite. « C'est un élève de ma classe qui me l'a dit, » répliquai-je en baissant la tête. « J'aurais dû me souvenir plus tôt. J'ai tout fait rater. Notre mission est un échec. » « Non, pas du tout, » intervint Brenda. « J'ai d'autres graines, et un autre plan, bien meilleur. » Ses compagnons se tournèrent vers elle. « Dis-le-nous, » demanda Jeffrey. « Il reste très peu de temps avant que les graines perdent leur pouvoir. »« C'est simple, » dit Brenda en haussant les épaules. « Nous n'avons qu'à faire des cookies, y glisser les graines et les distribuer gratuitement à la vente de gâteaux samedi. »« Excellente idée, » approuva Danny. Ward et Jeffrey poussèrent des cris de joie. « Chaque enfant aura droit à un ou plusieurs cookies, » expliqua Brenda en affichant un sourire diabolique qui me glaça de la tête aux pieds. Sans aucun doute, c'était un plan très rusé. Personne à l'école ne laisserait passer l'occasion de manger des cookies gratuits. « Qu'en penses-tu, chef ?» demanda Ward. « Que penses-tu de ce plan? Est-ce qu'il faut le mettre à exécution ?» Les monstres avaient le regard rivé sur moi, attendant ma réponse avec impatience. Je réfléchissais à toute vitesse. Il fallait trouver quelque chose,
sinon j'allais au-devant de gros ennuis. Eh bien, le plan de Brenda ne me plaît pas beaucoup, déclarai-je, en m'efforçant de prendre un ton autoritaire. Pourvu qu'il ne remarque pas, comme mes genoux tremblent, pensai-je. Il vaut mieux attendre un meilleur moment, continuai-je. D'ici là, nous pourrions peut-être planter les graines dans la terre et voir si elles poussent. Ainsi nous en obtiendrons des milliers et des milliers d'autres. C'était une idée idiote, je le sais bien, mais c'est la seule qui me soit venue à l'esprit. Je me demandais si elle leur plairait plus que celle de Brenda, mais je compris rapidement qu'il n'en était rien. J'avais fait la gaffe de ma vie. « Qu'est-ce que tu dis ? Enterrer les graines ?» cria Brenda. Les monstres se rapprochèrent de moi et formèrent un cercle très serré. Impossible de m'échapper. J'étais bel et bien pris au piège. « Es-tu réellement notre chef ?» m'interrogea Ward. Danny et Jeffrey ricanaient. « Un chef ne nous demanderait jamais d'enterrer les graines d'identité, » insista Jeffrey d'un ton très menaçant. « Prouve-nous que tu es notre chef, » ordonna Ward, en collant son visage contre le mien. « Oui, prouve-nous que tu es bien un monstre, » ajouta Danny. « Prouve-le, prouve-le » crièrent-ils à l'unisson, tout en se transformant en monstrueux lézards comme la veille. « Prouve-le, prouve-le, prouve-nous que tu es un monstre » scandaient-ils. Ils avaient resserré le cercle autour de moi et piétinaient lourdement le sol en claquant des mâchoires de façon agressive. Je crus ma dernière heure arriver. « Prouve-le, prouve-le » Je restais pétrifié, à court d'idées. Leurs longues langues claquaient près de mon visage. « Prouve-nous que tu es l'un des nôtres. Transforme-toi maintenant. Montre-nous que tu peux te transformer, comme nous. » Je cherchais désespérément une idée. « Transforme-toi, transforme-toi. » Ils allaient découvrir la vérité. Je pensais qu'il valait mieux tout leur avouer et implorer leur pardon. Les gars, commençai-je. Un cri strident retentit alors, couvrant l'horrible rengaine des monstres. « Arrêtez tout de suite !» Iris sortit de derrière les buissons et nous rejoignit. Époustouflée par son courage, je la regardai bouche bée. Les 4 monstres émirent des grognements de surprise et firent rouler leurs yeux de colère. « Je suis le second du chef, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Je suis son sergent. » Les monstres rentrèrent leur langue dans leur gueule et observèrent Iris en silence. Le chef et moi avons décidé de ne pas nous transformer maintenant, car nous n'avons pas de temps à perdre. Nous pensons qu'il est beaucoup plus urgent de commencer à préparer les cookies. « Hurrah !» crièrent les monstres en applaudissant Iris frénétiquement. « Merci, sergent, » dit Brenda. « Je suis contente que tu apprécies mon plan. »« C'est un bon plan, » affirma Iris. « Nous transformerons tous les élèves en monstres. Allons vite chez moi faire les gâteaux. » Les lézards manifestèrent une nouvelle fois leur joie en faisant claquer leurs langues, puis ils redevinrent les enfants que je connaissais. J'en profitai pour me pencher vers Iris et lui murmurer à l'oreille. « Iris, tu es vraiment des leurs ?»« Oui, chef, » dit-elle à voix haute sans quitter les monstres des yeux. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Je ne pouvais y croire. Iris, un monstre? Nous refîmes le chemin à travers le bois. Le soleil de cette fin d'après-midi d'hiver disparaissait déjà derrière les arbres dénudés, et le froid s'installa très vite. Un frisson me parcourut le dos. Je l'avais échappé belle pour une fois, grâce à l'intervention d'Iris. Mais les problèmes n'étaient pas résolus pour autant. J'étais toujours en grand danger, ainsi que les autres enfants de l'école. Nous arrivâmes chez Iris et nous installâmes dans sa cuisine. Au bout de quelques minutes, profitant de ce que les monstres pétrissaient la pâte, je tirai Iris à l'écart dans le couloir. « Tu sais bien que je ne suis pas un monstre, » chuchotai-je. « Pourquoi m'as-tu sauvé la vie ?»« Rassure-toi, moi non plus je n'en suis pas un. Mais j'ai bien vu que tu avais des problèmes. »« Comment as-tu su ?» la questionnai-je. Je jetai un coup d'œil dans la cuisine pour m'assurer que les autres n'écoutaient pas. « Tu devais me retrouver dans la cour hier après la classe, tu te souviens ? Je les ai vus t'entraîner dans les bois. Alors je vous ai suivi, et j'ai assisté à la scène. »« Tu es sympa, » répondis-je chaleureusement. « Seulement maintenant tu es en danger, toi aussi. »« C'est vrai, » approuva-t-elle, « mais je ne pouvais quand même pas te laisser dans ce pétrin. »« Comment allons-nous faire pour sauver les enfants de l'école ?»« Bonne question, » s'exclama-t-elle.
Écoute, pour l'instant, occupons-nous des cookies. Nous n'avons pas le choix. Et samedi, à la vente de gâteaux, nous trouverons bien une solution. Ah bon? Tu crois? Fis-je d'un air incrédule. Je restais perplexe. Quelle idée géniale pourrions-nous trouver pour empêcher les élèves de se précipiter sur des cookies gratuits? Le samedi matin, Iris, les 4 monstres et moi apportâmes de grands plats remplis de cookies à la salle de gym du collège. Une foule nombreuse s'y pressait déjà. Les élèves étaient surexcités. Ils couraient dans tous les sens, discutaient, riaient et chahutaient, en posant des plateaux de gâteaux ou de sucreries sur les longues rangées de tables. Ces dernières étaient déjà bien garnies. Un podium et un micro avaient été installés sous les paniers de basket à l'une des extrémités de la salle. Iris et moi étions escortés par les monstres qui protégeaient les gâteaux et observaient nos moindres gestes. Nous en avions fait des centaines, bien plus qu'il n'y avait d'élèves dans l'établissement. Nous croisâmes un groupe d'enfants occupés à engloutir des gâteaux au chocolat. À la table suivante, mademoiselle Williamson, notre professeure principale, coupait en tranches un cake aux olives. Les prix étaient notés sur des affichettes. La plupart des gâteaux coûtaient $1. Aucun n'était gratuit. Il n'y aurait que les nôtres. Et Iris et moi n'avions toujours pas trouvé comment empêcher les enfants d'y toucher. Soudain, Wart nous coupa la route. « Distribuons-les maintenant », proposa-t-il. « Oui, pourquoi attendre ?» approuva Brenda. « Faisons circuler les plateaux. La salle est pleine à craquer. Dans quelques minutes, il y aura des dizaines de nouveaux monstres. » Sur ces mots, ils entreprirent de retirer le film plastique qui recouvrait les cookies. Je devais absolument faire quelque chose. Tout de suite. Mais quoi? Alors que Wart m'enlevait le plateau des mains, j'eus une idée. Je m'élançai dans la foule en jouant des coudes et atteignis le podium. Sandra s'apprêtait à faire un discours de bienvenue. « Votre attention, s'il vous plaît !» criai-je dans le micro. Les haut-parleurs émirent un sifflement aigu et tout le monde se retourna. Mon appel était répercuté en écho par les murs de la salle. « Ne mangez pas des cookies gratuits !» criai-je. « Je vous en prie, écoutez-moi tous, ne mangez pas les cookies gratuits. Vous allez vous transformer en monstre. Vous serez couverts de pustules et vous deviendrez d'horribles lézards violets. Et vous dévorerez des écureuils vivants. » À mon grand désespoir, tout le monde éclata de rire. Je continuai malgré tout. « Il faut me croire, ne touchez pas aux cookies gratuits !» hurlai-je en apercevant Wart et Danny qui couraient vers le podium. Les rires étaient si forts que je ne m'entendais plus. « Écarte-toi de ce micro !» s'égosilla Sandra en me l'arrachant des mains. 2 professeurs se précipitèrent pour me faire descendre de l'estrade. « David le nain, David le nain !» entonna Sandra. Et l'immense foule des enfants la suivit. « David le nain, David le nain !» La salle de gym retentissait de leurs rires et de leurs chants. Je fus pris d'un étourdissement. Au milieu des cris stridents, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'aurais voulu m'enfuir, loin, très loin, disparaître pour toujours. Comment pourrais-je les sauver s'ils se moquent de moi et ne me prennent pas au sérieux, me demandai-je. Que faire maintenant? Puis j'eus une autre idée, un plan encore plus désespéré que le précédent. Je devais manger tous les cookies. Il ne me restait que quelques secondes pour agir. « David le nain, David le nain !» Sandra continuait à hurler dans le micro. D'un coup d'épaule, je me frayai un passage dans un groupe d'élèves en train de crier. Je m'approchai de Wart qui tenait le plateau à 2 mains, pris une pleine poignée de cookies et m'apprêtai à les enfourner dans ma bouche. « Aïe !» criai-je. Quelque chose venait de s'écraser sur ma tête. Je n'étais pas blessé, simplement ébranlé. Je portai ma main à mon front et sentis une matière gluante sous mes doigts. On m'avait lancé un morceau de tarte au chocolat. Les enfants rirent de plus belle. Sandra accourut et me prit en photo. « Hé !» criai-je en colère. « Non, arrêtez !»« David le nain, David le nain !» chantaient les uns. « David le rat, David le rat !» répondaient les autres. Quelqu'un lança un morceau de cake aux olives, mais je me baissai à temps cette fois, et il passa au-dessus de mon épaule. Des rires fusèrent encore. Sandra prit une autre photo. « Mais qu'est-ce que vous faites » criai-je. « Vous ne comprenez pas que j'essaie de vous sauver ?»« David le nain,
David le nain, David l'aura, David l'aura. Des morceaux de gâteau de toutes sortes vinrent s'écraser autour de moi. Je reçus aussi sur mes vêtements et tentai de me protéger tant bien que mal. Moi qui voulais les sauver, j'étais devenu leur cible. Wart et Brenda s'approchèrent. « Chef, qu'est-ce que tu attends ?» me demanda Wart. « Distribue les cookies. »« Ne fais pas attention à leurs moqueries, » ajouta Brenda. « Quand ils auront mangé leur gâteau, ils deviendront tous des monstres, et tu seras leur chef. Ils seront tous des esclaves. »« Je dois les sauver, » me répétais-je encore et encore. « Les sauver, les sauver. »« Hein ? Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire ?» m'écriai-je soudain en me tournant vers Brenda. « Ils deviendront tes esclaves, » cria-t-elle pour se faire entendre, au milieu du vacarme. Elle avait bien dit mes esclaves ? Évidemment, vu sous cet angle, fini les humiliations, les méchantes blagues. « Tiens, Sandra, prends un cookie. » Je lui tendis le plateau et la regardai manger avec un plaisir non dissimulé. « Prenez des cookies, ils sont gratuits !» criai-je de toutes mes forces. Je me déplaçai rapidement dans la salle, veillant à ce que chaque enfant soit servi. Des mains se tendaient avidement vers le plateau. « Il y en aura pour tout le monde, ils sont gratuits, et ce sont les meilleurs. Ils sont gratuits, mes cookies, ne vous gênez pas, mangez-les. » Je fis un clin d'œil à mes 4 amis, le pouce levé, en signe de réussite. Puis je me servis. Ce n'était pas mauvais, un peu mou, trop sucré peut-être. Je parcourus le gymnase du regard pour vérifier si tous les élèves étaient servis. Rien ne sera plus jamais comme avant, me dis-je. Tout va changer. Et je ne veux pas perdre une miette de ce spectacle.